de Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Mais où est-ce qu'il est? Le son était mauvais la première fois, c'est la télé. Je veux dire, l'aventure est plus grande quand on a le premier rôle. Le premier rôle féminin. Non, c'est toujours plus intéressant, bien sûr, puisqu'on est concerné bout en bout par un film. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la 7ème prise, la première de l'année 2024. Donc voilà, après une longue absence, à vrai dire, du coup, qu'on n'a pas fait pendant décembre complet, mais on avait plein de choses à faire. On en est désolé. Mais du coup, pour cette première émission de 2024, on va aborder du coup une réalisatrice pour cette fois, dont je vais laisser Maza en parler. Mais d'abord, avant de laisser Maza en parler, parce que je vais un peu vite, on va présenter les gens qui sont ici déjà. Gwenaël. Salut Kylian. Lou. Bonjour. Et enfin, du coup, Maza qui va nous présenter la réalisatrice d'aujourd'hui. Salut. Donc aujourd'hui, on va parler de Sofia Coppola. Mais qui est Sofia Coppola pour celles et ceux qui ne la connaissent pas du tout? C'est donc une réalisatrice américaine d'origine italienne, née en 1971 à New York. Donc si je dis Virgin Suicides, Lost in Translation, Marie-Antoinette ou plus récemment Priscilla, ça devrait peut-être commencer à vous parler. Si ça ne vous dit toujours rien, je vais brièvement vous la présenter. Sofia Coppola a baigné depuis sa naissance dans le monde cinématographique et la cinéphilie. En effet, plusieurs membres de sa famille travaillent dans le domaine du cinéma, notamment son papa, Francis, ou encore sa maman, Eleanor, réalisatrice de documentaires, pour ne citer que deux. Mais aussi c'est dans les son gènes. cousin. Son cousin. C'est dans les gènes, en fait. Voilà. Nicolas Cage. Avant de consacrer tout son temps à la réalisation avec un premier court-métrage en 98 intitulé League the Star, Sofia avait déjà forgé son expérience dans le domaine artistique, notamment dans la mode, la peinture et la photographie aussi, qui sont trois modes d'expression dont on retrouvera des inspirations très fortes dans ses films. Après cette première expérience dans la réalisation, elle se lance pour de bon dans le domaine en 99 avec son premier long métrage adapté d'un roman qui deviendra culte, de Virgin Suicides. La condition féminine, l'adolescence, les liens familiaux et la solitude sont des thématiques interconnectées et centrales au sein de sa filmographie, dont l'esthétique visuelle est clairement reconnaissable désormais. Mais je vais m'arrêter là pour le moment parce qu'on va aborder tous ces sujets-là tout au long de l'émission. Donc du coup, je pense qu'on va peut-être aborder l'émission un peu de manière chronologique vu que... elle n'a pas beaucoup de films. Donc, elle n'a pas beaucoup de films, ça a duré sur une vingtaine d'années. Donc voilà, son premier qui est Virgin Suicide du coup. Si tu veux commencer à en parler, vu que je pense que tu t'y connais le mieux, c'est son émission, c'est CAL. Voilà, donc déjà, petit, comment on dit, disclaimer. Petit disclaimer, j'ai harcelé un peu tout le monde pour faire cette émission. Oui, c'est vrai. Déjà parce qu'on n'avait pas encore fait d'émission consacrée à une femme et que je pense que c'était le moment. Et puis surtout parce qu'il y avait Priscilla, la sortie de Priscilla, donc ça aurait pu être intéressant. Et puis parce que du coup Virgin Suicide, je vais commencer par là, qui est donc son premier long métrage. C'est un film que j'adore. Donc moi pour le coup j'aime beaucoup Sofia Coppola, mais en fait c'est plus pour sa démarche que pour ses films individuellement. Même s'il y a des films d'elle que j'adore et d'autres que j'aime beaucoup moins, mais c'est pas une réalisatrice que... Je pense qu'elle fait partie de ces cinéastes que j'aime vraiment beaucoup, parmi mes cinéastes préférés, mais plus pour un ensemble que pour des films individuellement. Oui, pour ce qu'elle représente en gros. Elle représente beaucoup la condition féminine quand même, et ça se voit dès de son premier film jusque Priscilla. Donc on peut quand même dire que Sofia Coppola, elle est vraiment très marquante sur ce sujet. Je pense que c'est vraiment la première réale américaine en tout cas que je citerai avant pas mal de monde quoi. Oui. Même si c'est pas la carrière la plus exorbitante et tout, mais elle a quand même ce côté un peu iconique en soi. Mais parce que je pense que parce qu'elle a réussi à se forger, malgré assez peu de films, au final, elle a réussi à se forger une identité reconnaissable, que ce soit visuellement, mais aussi par ses thématiques ou son traitement du sujet. Enfin, par exemple, la condition féminine, c'est aujourd'hui, je pense, un thème qu'on retrouve dans beaucoup de films, mais pas forcément traité tous de la même manière. Et je pense que Sofia Coppola, par contre, a une façon de traiter le sujet de la condition et des injonctions liées à la féminité d'une façon assez particulière qui lui est propre. Donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup revenir tout au long de l'émission. Et en fait, le film le plus symptomatique de son univers, c'est The Virgin Suicides. Et ça tombe bien parce que c'est son premier film au final. Donc, une très bonne entrée en matière. Sont plus iconiques, je pense. Et à savoir que ça a beaucoup troublé à l'époque parce que il me semble qu'à l'époque, ça n'avait pas été spécialement plu
par rapport à cet aspect où tu as 5 mecs fascinés par 5 meufs. Et beaucoup à l'époque n'ont pas aimé le film parce qu'ils le considéraient comme inabouti. Chose où je suis absolument pas d'accord. Sous quelle forme Je vais revenir dessus justement. Justement, oui, c'est pour ça que ça fait un petit rebond. Je vais revenir dessus parce que du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, qui ont pas aimé Virgin Suicides parce que ça raconte rien. Enfin, je sais que le film s'ouvre sur, en fait, les narrateurs sont des hommes. En fait, c'est des hommes adolescents qui étaient fascinés par les sœurs Lisbonne. Donc peut-être pour c'en est revenir, principalement pour ceux qui ne connaissent pas Virgin Suicides, du coup, c'est l'adaptation d'un roman, mais c'est l'histoire en fait de 5 sœurs dans. Il me semble que c'est à Détroit, c'est dans le Michigan. Dans la banlieue pavillonnaire de Détroit dans les années 70. Et c'est 5 sœurs adolescentes qui vont se suicider en fait collectivement. D'ici là. Déjà, rien que ça, dès le début du film, on nous pose une question. Une certaine question, cette question de suicide, cette question de suicide collectif, ce rapport, un certain rapport de domination qu'on veut mettre en avant, mais à chaque fois on recule un petit peu, ça fait un peu effet yo-yo. Et c'est pour ça aussi que je dis que je ne suis pas d'accord avec les critiques de l'époque pour dire comme quoi c'est quelque chose d'inabouti ou d'inexpliqué. On nous pose cette question dès le début et la narration, la BO et tout, au fur et à mesure, cette question elle est clairement expliquée. Je trouve qu'on prend vraiment chaque détail de leur vie comme indice à cette fameuse question qui est posée dès le début du film. Le but du film, c'est de troubler. Et ça, c'est dans beaucoup d'articles sur le film ou d'interviews avec Sofia Coppola par rapport à ce premier film, elle a réussi à troubler. Elle a réussi à troubler le public parce qu'elle le voulait. Justement, j'ai lu pas mal d'articles qui disaient que justement, The Virgin Suicide, c'était le film le plus Sofia Coppola de toute sa filmographie. C'est souvent les premiers films de réal où ils mettent toute leur personnalité. En tout cas, il y a vraiment ce truc-là ça incarne vraiment son cinéma, ce film-là. Et ça, je suis totalement d'accord parce que là, on retrouve vraiment toute sa patte. Elle est sur chaque seconde du film, il y a la patte Sofia Coppola. Mais je vais revenir aussi sur une problématique qui pour moi est centrale en fait, un enjeu central dans les films de Sofia Coppola, et je pense que je reviendrai particulièrement dessus quand on abordera son dernier film, Priscilla, parce qu'on l'a tous vu autour de la table. C'est qu'en fait Virgin Suicides dès le début dit ce qui va se passer à la fin, parce qu'il y a la tentative de suicide de la première sœur, Cecilia, elle survit à sa première tentative de suicide, et le narrateur, un des hommes, dit la première fut Cecilia. Donc en fait on s'attend à ce que les autres d'ici la fin du film se suicident aussi. Pour le coup, ça dédramatise un peu la chose, quoi, j'ai l'impression. Du moins, on sait que l'enjeu du film n'est pas dans le suspense ou dans la finalité, parce qu'en fait, on nous dévoile, il débunk la fin du scénario dès le début. Mais en fait, moi, je pense dès le titre, finalement, parce que le titre donne le plot principal du film. Et en fait, la problématique centrale, l'enjeu central de la filmographie de Sofia Coppola, c'est qu'en fait, elle parle de femmes, beaucoup de femmes d'ailleurs adolescentes, en construction, ou du moins qui s'adaptent dans un milieu ou dans une nouvelle vie. C'est le cas dans Marie-Antoinette, par exemple. C'est son enjeu, c'est sa problématique centrale, mais tout le temps, elle le présente de manière à ce que seules les femmes puissent profondément comprendre en fait le film. Parce que je pense qu'on peut être un homme et apprécier les films de Sofia Coppola, ça n'empêche pas, mais je pense que indéniablement, on ne saisit pas tout. Parce qu'on n'est pas conditionné de la même manière, on n'est pas perçu de la même manière dans la société. Et Virgin Suicides, en fait, choisit de présenter des narrateurs masculins parce qu'ils ne comprennent pas. Et en fait, tout le monde dans le film, personne ne comprend pourquoi elle se suicide. Et d'ailleurs, c'est un peu l'enquête du film. En fait, le film, c'est une enquête, c'est un puzzle. C'est de dire, on va essayer de comprendre, on va tout remettre dans l'ordre pour essayer de comprendre pourquoi elles se sont suicidées. Et en fait, à la fin du film, ils ne comprennent toujours pas pourquoi elles se sont suicidées. Mais pourquoi ? Parce que ce sont des hommes et pas des femmes. Donc il y a un trouble qui est pluridimensionnel là-dedans, parce que même leurs parents en fait ne comprennent pas, même leur mère qui est pourtant une femme ne comprendront pas leur suicide ni la tentative de suicide de Cecilia, parce que leur mère, bien qu'elle soit une femme, est par contre conditionnée dans une société patriarcale oui, c'est un conflit de génération en plus dans les années 70 dans un quartier pavillonnaire blanc des États-Unis. Tout le monde juge, quoi, c'est une incompréhension.
l'attention qui c'est attire quelque chose, à des jugements qui est beaucoup dans la filmo de ça, en fait, Coppola. ça lui passe quoi. à côté, quoi. Ça lui Ouais. passe sous le nez. Elle ne comprend pas non plus en fait la condition adolescente de ses filles. Et en fait, ce suicide collectif, c'est presque quelque part aussi un manifeste. Mais ça l'est, ça l'est. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez cette réalisatrice, c'est que elle utilise pas mal de moyens sociétaux pour parler aux femmes, surtout pour parler aux femmes, mais aussi faire en sorte que ça fasse un petit peu réfléchir les hommes. Donc c'est assez paradoxal, mais je trouve que c'est l'une des rares qui arrive à bien le travailler et qui arrive à bien l'expliciter. Ouais. Je pense que ça peut ouvrir effectivement une piste de réflexion pour ceux qui ne sont pas concernés. Mais je pense que l'intérêt central du cinéma de Sofia Coppola, c'est quand même l'identification. Comme tu peux voir dans Lost in Translation, c'est clairement ça. Hein. Ouais. Et du coup, pour le coup, alors que je ne suis plus aussi jeune que les sœurs Coppola, que les sœurs Lisbonne, pardon, dans le Coppola Virgin Suicides, on les comprend en tant que femmes. Enfin, même si on n'a pas forcément eu envie de se suicider à 15 ans, je veux dire, qu'on ait eu ou pas une dépression pendant son adolescence, je pense qu'on les comprend et on comprend aussi ce qu'elles traversent, leur conditionnement en tout cas. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de critiques de critiques en termes de scénario, je pense, vis-à-vis des Virgin Suicides, parce que les gens n'ont pas compris en fait comment l'évolution des personnages, ni même que ce soit des narrateurs, parce que pour eux, du coup, ils apprennent rien de plus en fait. Alors que ils comprennent toujours pas à la fin pourquoi elle se suicide. C'est ça c'est aussi ça qui a fortement déplu. Moi, je me rappelle, j'ai vu le film 2 fois. Une fois il y a longtemps, et je le trouvais extrêmement lent. Ça n'était pas rythmé. Les critiques de l'époque, au tout début, j'avoue, j'étais assez d'accord. Mais pour l'avoir revu et avoir mieux compris la thématique en grandissant, les mecs et les meufs dans ce film sont fascinants. Leur psychologie est intéressante et, je suis totalement d'accord. et je suis vraiment captivant. d'accord. Et ce qui est le cas, et maintenant, je trouve que ce film l'est et il est juste. C'est une prise de conscience juste, que aussi cette prise de conscience, enfin désolé, je décale un petit peu la chronologie, qu'on retrouve énormément dans Marie-Antoinette aussi, sur cet aspect-là. Mais du coup, ce que j'avais à rajouter sur Virgin Suicide, c'est que j'aime bien cet aspect où, tu vois, en même temps, il paraît être un peu en avance, mais en même temps aussi, par rapport à la thématique abordée, tu vois, ça fait très 80s. Enfin, Virgin Suicide est un peu une esthétique et une thématique, genre, tu vois, dans la prolongation de Carrie ou des trucs un peu comme ou même que ça soit un peu musical et tout, mais les Footloose, les Grises et tout ça, Oui, et tous les trucs genre Breakfast Club et tout et genre de des, choses. et des parents qui interdisent à leurs gosses de sortir, et avec le perso principal joué par Kirsten Dunst, où c'est tout ça, un peu la libération sexuelle, un peu avec des parents cadrés, religieux, et tu sors pas, ou tu sors qu'une fois au bal de promo à la fin. C'est les coming of age movies Voilà. en fait. Ouais. C'est ça. À la différence que la plupart des coming of age movies, même si il y a toujours, il y a souvent une dimension d'incompréhension, parce que l'adolescent se sent seul dans son ressenti, parce qu'il a des parents qui ne sont pas de la même génération que lui, qui n'ont pas vécu l'adolescence de la même manière et qui ne sont plus adolescents en fait, de toute évidence. C'est la fuite du monde des adultes. Hein. En général, ouais, exactement. C'est la différence vraiment entre les. C'est que quand même les fins, enfin les coming of age movies ont quand même souvent des happy endings. Oui, ou des endings plus nuancés. Ça se finit sur t'as un plan fixe, et là ça fait un screenshot, et hop. Pour le coup, Carrie, non, ça finissait mal. Non, Carrie, oui. Mais c'est pas un coming of age movie. C'est pas un coming of age movies. Movie, pardon. C'est un film d'horreur. C'est pas un teen movie. Ouais, non, c'est pas un teen movie. Un teen movie, les coming of age. Enfin, oui, à la limite, on peut dire que c'est un coming of age movie parce que ça se centre sur un personnage adolescent. En revanche, je pense pas que ce soit un teen movie. Non. Je le vois pas comme ça. Oui, c'est sûr, c'est un peu plus. Il y a quand même un rapport assez psychologique où faut avoir. Je pense qu'il faut pas forcément avoir vécu, mais avoir une certaine vision de cette question de grandir aussi, qui est très importante pour comprendre le film et le fond du film. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de Sofia que j'ai toujours
j'ai toujours apprécié, et c'est très intéressant d'étudier, mais que tu revois au fur et à mesure, en fait. Et je trouve que dans sa filmographie, plus les films passent, plus ce rapport à la société et psychologique est de plus en plus prenant. Et traiter après différentes histoires, enfin Priscilla, Marie-Antoinette, Lost in Miles, tout ça. Mais de toute façon, cette puissance en fait dans la filmographie de Sofia Coppola de dire vous pouvez apprécier mes films, mais si vous n'êtes pas une femme, vous ne pouvez pas profondément les comprendre. C'est quand même quelque chose d'assez assumé parce qu'en fait d'ailleurs au début de Virgin Suicides, Cecilia, quand elle fait sa première tentative de suicide. Dans la chambre d'hôpital, elle dit au médecin... Vous pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas une fille de 13 ans. Vous n'êtes pas une fille, vous n'avez pas 13 ans. Donc vous n'êtes pas passé par là, quoi. Parce que le médecin lui pose la question pourquoi vous vous êtes suicidé. Et donc en fait, il y a cette grande question qui émane du film du début jusqu'à sa fin, parce que c'est l'intérêt des narrateurs de comprendre pourquoi elles se sont suicidées. C'est la problématique qui hante les parents aussi, tout le village en fait aussi, mais le corps médical également. En tout cas, le médecin qui s'occupe de Cecilia à l'hôpital. Donc en fait, tout le monde au final, sauf les sœurs. Les sœurs, elles sont très touchées, enfin elles sont très affectées par la tentative de suicide de Cecilia, mais c'est pas quelque chose qu'elles remettent en question, j'ai l'impression. Dès le début, elles la comprennent. Dès le début, c'est quelque chose d'intégré. Et elle, Cecilia, elle le dit, c'est quelque chose d'assumé dès le début de la filmographie de Sofia Coppola. Mais en fait, manifestement, vous n'êtes pas une femme et vous n'êtes pas adolescente dans les années 70. Si je peux émettre peut-être c'est dommage, tu vois. C'est que elles sont traitées un peu collectivement, tu vois, en tant que sœurs à 5. Mais on se concentre vraiment que sur 2 d'entre elles, tu vois. Elles sont très effacées, les 3 autres sœurs, au final. C'est à peine si tu connais leur nom, quoi. On te les présente vraiment en début de film, mais du coup, on se concentre qu'au début avec la plus petite, et après le perso de Kristen Dunst. Mais j'ai trouvé ça dommage. Après, c'est... Comment dire, vu la thématique, tu vois, elle traite collectivement du coup le fait que tu sois une meuf à cet âge, mais juste tu te concentres pas sur les autres sœurs. Après, c'est le film, il dure quoi, 1h30, 1h oui, à peu près 1h40. Ouais, c'est vraiment des films très courts, mais du coup quand il y a souvent un collectif dans les films de Sofia Coppola, ou c'est souvent dans d'autres films du coup où elle va faire pareil avec Bling Ring ou même du coup Les Proies. Quand il y a un gros collectif, elle va souvent se concentrer que sur 1 ou 2 personnages pour dire les autres du coup elles sont à peu près pareil, mais... C'est vrai que là, tu parles de The Bling Ring, effectivement, c'est centré autour de 2 personnages centraux. Et oui, effectivement, dans ce qu'elle va s'intéresser, même si je suis d'accord sur ce point-là, même s'il y a beaucoup de monde, il y a quand même des personnages qui vont sortir du lot sur lesquels on va s'intéresser. Mais après, c'est quand même nécessaire pour pas que la narration se perde et que toutes les thématiques qu'elle veut faire ressortir, elles soient présentes. Ouais. Mais après, même s'il y a moins de place à l'individu, à certains individus dans les films de Sofia Coppola, et vu qu'on est en train d'en parler spécifiquement sur Virgin Suicides, donc comme tu l'as dit, le film est assez court. Si on avait voulu qu'il y ait une forme d'individualisme à toutes les sœurs, en fait, j'aurais eu peur que pour le coup le scénario se perde dans des arcs narratifs pas résolu, voire pas très bien résolu, bâclé. Donc je trouve ça pas forcément si dérangeant que ça, dans le sens où par contre toutes les sœurs, même si on se concentre plus sur une ou 2, particulièrement une, Lux, on les voit quand même constamment. D'ailleurs, parce qu'en fait dans les films de Sofia Coppola, il y a tout le temps cette notion aussi de l'attente, de l'oisiveté, de la solitude et de l'attente. On attend qu'il se passe quelque chose. Et en fait dans Virgin Suicide, c'est ça un peu tout du long, parce qu'on les voit souvent regarder par la fenêtre. Et quand bien même on se concentre sur une des sœurs et qu'on voit 2 autres sœurs qui ne parlent pas énormément, ça montre énormément sur la caractéristique du personnage, quoi. Tu peux être un personnage, ne pas spécialement parler ou ne pas spécialement être montré, t'auras
on sait que ce personnage a une importance fondamentale dans l'histoire de ces ados, justement. Et je trouve ça très bien qu'on ne se concentre pas sur les 5 sœurs en même temps. Parce que déjà, je pense que le film aurait duré beaucoup plus de temps et ça aurait enlevé tout le cachet de la finalité. Oui, Et de du pourquoi, du comment. C'est à là que j'en venais tout à l'heure. En fait, si tu as trop de personnages, justement, les thématiques, elles ressortent pas aussi bien. Sûr, oui, donc, et je pense que c'était nécessaire d'avoir 2 personnages centraux parce que chacun a vraiment... Ça permet d'appuyer sur justement, ces 2 personnages-là pour qu'elles puissent... correctement mettre en place ces thématiques sans que ça puisse être caché par quelque chose d'autre qui pourrait justement... Et puis, en fait aussi, je pense que c'est intéressant d'avoir choisi Lux aussi comme vraiment personnage central parce qu'elle est vraiment à un âge, à une période très charnière de sa vie. Ouais. Alors que les autres, ses plus petites sœurs, sont dans une attente en fait. Ouais. Elles sont plus dans l'attente et elles sont pas encore à l'âge où... Lux, c'est la deuxième plus petite. C'est celle qui a 14 ans. Ouais, mais elle a... Ah, c'est Cécilia, du coup, la plus petite ? Oui. Après, les autres, oui, elles sont plus grandes. mais justement, en fait, ça marche quand même parce que du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'elle est vraiment à un âge entre deux et où il se passe vraiment les premières choses, vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Les premières soirées, son premier amour, alors que les autres sont aussi dans un mal-être, mais elles sont déjà passées par cette période vraiment un entre-deux. Et du coup, je pense que c'était quand même plus intéressant de se concentrer sur le personnage de Kirsten Dunst que de démultiplier ça. Parce que elles sont, même si elles sont aussi dans un mal-être et dans une période d'incompréhension et de flou, parce que l'adolescence c'est comme ça et que ça dure plusieurs années, cet âge très charnier, en fait, cette très charnière, est déjà passé pour elles. Bon, du coup, on parlait de 2 persos principaux tout à l'heure. Je pense qu'on va passer à Lost in Translation, du coup. Ouais. Gwen, si tu voulais en parler. Oui, déjà moi, du coup, du coup, Lost in Translation, pour moi, c'est le film que j'ai le plus aimé la regarder de toute sa filmographie là, que j'ai pu découvrir du coup récemment, parce que c'était une réalisatrice avec laquelle je n'étais pas familier du tout. Et donc là, j'ai vraiment tout découvert à la suite, et c'était vraiment une très très bonne découverte. Et notamment justement Lost in Translation, que je trouve qui est particulièrement touchant, parce qu'on a une histoire d'amour entre 2 personnages qui sont déjà bien mariés, qui ont des vies, mais on voit que ils portent un amour à la personne avec laquelle ils sont mariés, mais qui est unilatéral en fait. C'est-à-dire il n'y a pas de retour. Le personnage de le personnage déjà de Bill Murray, sa femme est ultra distante, ça s'entend au téléphone. C'est pareil pour le personnage de Scarlett Johansson, c'est un photographe, mais quand il parle que de lui-même, il lui demande jamais comment s'est passée sa journée, il parle que de lui, il repart. Ouais. Et justement, ces 2 personnages-là vont se retrouver dans cet ennui. T'en as un qui fait des pubs d'alcool au Japon, et l'autre qui accompagne justement son mari. Et justement, ils vont se retrouver autour de justement cet ennui constant, et c'est aussi ce fait de ne pas se sentir à sa place dans un contexte culturel qui est vraiment différent de leur. Et c'est ça que j'ai trouvé très beau, c'est qu'en fait, il n'y a pas de scène intime justement entre les 2 personnages. C'est une histoire d'amour vraiment qui est... C'est une fausse rom-com, quoi. C'est ça, c'est vraiment, tu vois, les 2, ils sont attirés l'un par l'autre, mais ils peuvent pas aller jusqu'au bout, parce qu'ils ont quand même du respect pour les personnes avec lesquelles ils sont justement en couple, et ils veulent pas justement tout casser. Et du coup, c'est quelque chose qui reste distant, mais qui est super profond. Et j'ai trouvé ça vraiment vraiment super beau. Et du coup, le désintérêt justement du mari, c'est un truc qu'on trouve en commun justement avec Marie-Antoinette. Moi, ce qui m'a énormément plu, en fait, c'est l'aspect où, en fait, pour moi, c'est deux êtres totalement perdus. Oui. C'est 2 êtres fondamentalement, perdus, oui. Et en plus, on voit cette idée vraiment transcendée dans la mise en scène, ou même dans le choix des acteurs. Par exemple, Scarlett Johansson, j'adore cette actrice, mais je trouve que c'est le rôle où on la voit, c'est une femme fragile, triste, perdue, parce que, au final,
T'as Bob, c'est un acteur lassé de son métier, et t'as Charlotte, c'est une jeune diplômée Ouais. qui est totalement paumée et qui sait pas quoi faire de sa vie. C'est vraiment, on a deux êtres perdus et très fragiles avec une sensibilité où je trouve c'est le film de Sofia Coppola qui met vraiment en avant cet aspect de fragilité sociale. Ouais. Et c'est ça qui m'a le plus aimé le film, et c'est un de mes préférés de Sofia Coppola pour cette sensibilité artistique et humaine en fait. Mais tous les deux, ils sont à des extrémités de leur vie en fait. Lui, ça fait 25 ans qu'il est avec sa femme. Il est acteur depuis des années. Sa carrière commence à s'essouffler. Et elle, justement, elle est au début de sa vie active, mais elle est quand même, enfin, elle ne fait rien parce que justement, elle est au début de sa vie active. Du coup, la seule chose qu'elle a à faire, c'est de suivre son mari. Qui lui par contre est à son climax de sa carrière à ce moment-là. Oui, c'est un photographe hyper connu, etc. Elle dit pas du tout les choses de la même manière, elle a pas les mêmes projets, elle n'a Et pas on la sait même depuis le carrière. début en fait qu'ils vont se séparer. Oui, bah il y a quelque chose de tué dans l'œuf en fait dans cette relation. C'est ce qui revient à Virgin Suicide, c'est qu'on sait ce qui va se passer. Là, après, en fait, il y a quand même un flou dans Lost in Translation parce que la fin est très ouverte et en plus il y a ce mystère autour de la phrase que lui prononce Bill Murray à l'oreille. On ne saura jamais vraiment ce qu'il lui dit. Ouais. Et je pense que Sofia Coppola elle-même ne sait pas en fait. C'était il n'y a jamais rien eu d'écrit. Justement, c'est bien parce que ça va sûrement en relation avec cette thématique de cet amour qui est ultra privé. Finalement, qu'on ne sache pas quand ça se finit parce que en fait, c'est pas nos oignons à nous en fait, c'est leur histoire à eux. Et nous, on ne fait que la regarder. Et justement, ça revient à ces personnages-là de savoir comment ça se finit. Mais cette incapacité à franchir quelque chose dont ils sont au courant, enfin ils sont au courant tous les deux de leur attirance, il y a des non-dits et il y a du hors-champ, mais il y a aussi du coup cette incapacité à franchir le pas, c'est quelque chose on en a parlé mais avant l'émission, mais qu'on retrouve aussi dans In the Mood for Love, qui du coup, dans In the Mood for Love, les deux personnages principaux se rendent compte que leurs conjoints respectifs les trompent ensemble. Et du coup, eux se retrouvent un peu dans leur chagrin, mais malgré tout, ils n'arrivent pas à franchir le pas de se mettre ensemble et de vivre une histoire d'amour ou même une histoire charnelle parce qu'ils ont trop de respect pour, quelque part aussi pour leur conjoint. Et parce qu'ils sont introvertis, parce qu'ils sont timides, parce qu'ils sont tristes aussi. Il n'y a pas que ça. Respect que leurs propres conjoints n'ont pas eu, pour le coup, envers eux. Ça, ouais. Mais il y a aussi, dans Sofia Coppola, il y a aussi souvent, et je trouve que c'est très bien manié, l'art du hors-champ. Parce qu'en fait, les moments clés, les moments un peu sensationnels ne sont jamais mis en scène dans les films de Sofia Coppola. Dans Virgin Suicide, on ne voit pas Lux coucher avec son premier amour. Par contre, on sait qu'elle a couché avec, alors que c'est censé être un moment clé de sa vie, un peu un moment clé aussi, parce qu'il y a un déclic après ça, après cette soirée-là, dans le film. Pareil dans Priscilla, alors que c'est quelque chose qu'elle attend dans plusieurs scènes du film, ça revient, cette incapacité à coucher en fait avec Elvis. Ouais. Mais il y a du coup on s'attend en fait à ce qu'il y ait une scène où ça se passe, ou du moins c'est plus ou moins subtilement montré, et non, il y a jamais cette scène là, et c'est ça que j'aime beaucoup aussi chez Sofia Coppola, c'est que elle ne tombe pas non plus dans la mise en scène facile de scènes qu'on attend tous et qui sont pour le coup par contre dans Priscilla, justement, le fait de réprimer justement son désir, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Marie-Antoinette. En fait, j'allais y venir. Ouais. Mais du coup, mais c'est pour ça, c'est qu'il y a du hors-champ visuel et il y a aussi une forme de hors-champ, juste aussi un hors-champ, même dans les dialogues, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'implicite aussi souvent dans les films de Sofia Coppola, sans pour autant être hasardeux, je trouve, parce que tu as quand même, sans effort, tu arrives un peu à comprendre tout ce qui se passe. Et effectivement, par exemple, si on revient à The Bling Ring aussi, tu parlais justement de ce truc des choses qui se passent mais en hors-champ. Genre, toutes les grandes scènes de braquage, en fait, elles te les filment de l'extérieur, de très loin. Et en fait, où il y a un moment où justement tu verras que à travers les fenêtres, où justement t'as pas de son. C'est vraiment le meilleur plan du film. Ouais. Et t'as aucun. En fait, t'as aucun impact. Genre, par exemple, c'est pas un film de braquage. Et ça, là, elle te le dit frontalement, en fait, Sofia Coppola. Elle dit non, c'est pas un film de braquage. Je parle d'autre chose dans mon film. Et ça, je trouve ça, c'est super intéressant. C'est que tout ce que tu verrais dans d'autres films, elle ne le filme pas parce que c'est pas à ça qu'elle s'intéresse. C'est souvent le sujet de son film. Ouais. Elle va ailleurs, tu vois. C'est ça.
Mais du coup, pour revenir à Lost in Translation, juste que je voulais aborder et pourquoi je pense vraiment ça doit être mon deuxième Coppola, Coppola préféré, c'est ce truc surtout qu'ils sont au Japon. Et ça facilite la démarche, c'est un peu ce truc du sens, quête de la vie, tu vois. Genre, oui, la quête onirique. Ouais. Donc c'est pour ça aussi, du coup, on va en venir avec Somewhere, et c'est le truc qui aborde le plus avec du coup les persos qui sont les plus perdus au final et à l'étranger, tu vois, dans l'immensité de ce qui les entoure. Mais justement, je vais revenir là-dessus du coup par rapport à Lost in Translation. Je l'avais vu il y a longtemps. Quand j'étais adolescente et je l'avais pas revu depuis. Du coup, je l'ai revu à l'occasion du podcast et en fait, ce film, par contre, m'avait déjà laissé ça. Donc, dans mes souvenirs, je me suis dit, dans le doute, revois-le, peut-être que tu changeras d'avis. C'est en fait la représentation du peuple japonais dans Lost in Translation. Moi, je me rappelle, ça avait été... c'est pas mon film préféré de Coppola, Lost in Translation. C'est pas un film que je déteste non plus. Mais c'était, je trouve, la dimension qui était la plus nuisible dans le film. Ouais. C'était la représentation des Japonais, en tout cas qu'on voit dans le film. Et il y a quand même beaucoup de scènes où le personnage interagit, enfin quand même plus Bill Murray pour le coup, interagit avec des collaborateurs japonais dans le film, que ce soit son il ou au moment du tournage le réalisateur. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est un point de vue vachement condescendant. Il est vraiment... Par exemple, la scène où il se tourne la pub de whisky, c'est vraiment... Il paraît très très bête, le réalisateur. Ouais. Très bête, et puis même l'interprète aussi. Oui. Et en fait, je me rappelle que c'était quelque chose que j'avais pas du tout aimé la première fois que j'avais vu le film. Et vu que c'est à répétition, enfin, il n'y a aucune évolution sur ce point de vue-là, je trouve que ça faisait un peu moi, américain, je suis intelligent et vous êtes trop bête. Surtout qu'on avait parlé, c'est étrange parce que Sofia Coppola, elle a vécu au Japon, donc c'est bizarre qu'elle représente aussi mal le peuple japonais en fait. Non, mais par exemple, même rien que sans parler de la scène avec à la télévision ou de tournage, il y a aussi la scène avec la masseuse qui vient dans la chambre d'hôtel de Bill Murray, qui est affreuse cette scène. Elle est ultra gênante, c'est atroce, elle dure beaucoup trop longtemps. Il y a aussi le personnage de l'interprète qui revient à plusieurs moments dans le film. Et je trouve ça détestable comment Bill Murray lui parle en fait. Je trouve ça. C'est vrai qu'il y a des moments, le personnage de Bill Murray est vraiment désagréable. Ouais. C'est pas un personnage que je n'aime pas dans le reste du film en fait. Mais ouais, non, moi j'aime pas du tout la représentation. C'est peut-être vraiment peut-être un peu mal fait, mais ça souligne bien aussi vraiment la différence et leur isolement par rapport au reste de la population. Il y a une forme de supériorité et condescendance, oui, j'ai capté. Il y a une forme de condescendance. Tu pouvais, je pense qu'il y a plein de manières de montrer le creux culturel. Oui, peut-être ce qu'elle a voulu faire en montrant un peu une sorte de désabusement, tu vois, comment tu représentes un peu le désabusement autour de ce qui t'entoure. Est-ce que du coup tu mets tes persos en supériorité ou en infériorité, tu vois? Aussi, je pense, c'est aussi pour mettre justement mettre en avant le malaise culturel de Bill Murray qui ne comprend pas le pays dans lequel il est arrivé. Et je pense que justement c'est poussé à l'extrême. Mais c'est quand même étrange sur certains points. Il y a aussi la scène dans le restaurant où il commande des sushis et lui, je sais plus trop comment ça se passe exactement, mais lui répète à la serveuse 3 fois ce qu'il veut et elle comprend pas. C'est un peu creepy comme ça. Ouais, c'est super cringe. Je vais finir là-dessus. Les seuls japonais qui trouvent sympa, en fait, c'est justement ceux qui sont un peu plus à la marge, les personnes avec qui ils sortent la nuit. Qui sont un peu des hippies, qui sont un peu des peints comme des hippies, des japonais un peu rock'n'roll. Mais par contre, j'ai plus le nom de la sous-culture, mais effectivement dans la période où justement Coppola elle est partie au Japon et au moment où du coup le film ils l'ont tourné, c'était une sous-culture qui était très populaire parce que justement ça fait partie de ses premiers mouvements où justement les jeunes japonais
vont un peu commencer à remettre quand même en question l'ultra conservatif justement du Japon, et ils vont essayer, ils vont mettre des tenues extravagantes, des coupes de cheveux extravagantes qui rappellent la culture beatnik, etc. américaine, parce que justement on va commencer quand même à remettre en question cet ultra-conservatisme qui appuie beaucoup sur les corps et la représentation des corps. C'est des personnages qui sont influencés en fait par une sous-culture occidentale, en fait, et c'est pour ça qu'inconsciemment qu'ils les trouvent sympas. Oui. Mais il y a une scène par contre qui est plutôt belle dans Lost in Translation avec Scarlett Johansson où elle est dans l'hôtel et elle rentre dans une salle où il y a là aussi ça montre bien pourtant l'espèce d'écart culturel, mais je trouve d'une belle façon. Elle rentre dans une salle de l'hôtel où il y a des femmes qui s'occupent de fleurs, il me semble. Oui, ouais. Oui. Là, je trouve que là, c'est plutôt bien fait parce qu'on montre bien la curiosité qu'elle a pour quelque chose qu'elle ne connaît pas, un intérêt. Et là, c'est plutôt bien. C'est plutôt une belle scène pour le coup qui montre bien l'écart culturel. Ça montre l'écart culturel qui est indéniable entre les personnages. Et malgré la barrière de la langue, elle lui explique quand même qu'il faut planter, qu'elle arrive à comprendre qu'il faut qu'elle plante la fleur, etc. Et je trouve il y a un bel échange justement qui prouve que voilà, les échanges culturels, c'est pas que de la langue et que ça peut se faire naturellement. Et là, je trouve c'est vraiment un des beaux moments du film. Je suis vraiment d'accord. Il y a cette scène-là où il y a une belle interaction entre l'américaine et un personnage japonais, mais sinon je trouve que c'est plutôt une représentation qui est très unidimensionnelle pendant tout le film et que je regrette parce que je la trouve pas très intéressante en fait, à part à être condescendante. Ouais. Ma foi. Peut-être qu'on pourrait faire, si vous avez rien à rajouter sur Lost in Translation, peut-être qu'on pourrait faire une transition sur Somewhere parce qu'il y a une thématique qui est commune, c'est le paradoxe de la solitude de la célébrité. Oui. Et aussi parce que c'est les deux seuls films avec de Sofia Coppola avec un personnage principal masculin. Avec qui est ici dans Somewhere un comédien d'Hollywood qui est extrêmement sensible. Et moi j'ai trouvé cette sensibilité assez touchante, comme je l'ai trouvée un peu dédaigneuse, parce que Somewhere c'est un des films de Coppola que j'ai vraiment pas apprécié, dans le sens où je pense qu'elle a voulu qu'on s'attache à cet homme par sa sensibilité, mais en fait plus le film passait et plus je le trouvais juste ridicule. Le truc c'est qu'il a rien à raconter en fait. Oui, mais déjà de ce fait, mais je sais pas, enfin, il a rien à raconter, ok, mais je le trouvais juste ridicule dans ses actes ou dans ses dires. Bon là, j'ai pas d'exemple précis parce que j'ai vraiment pas aimé le film. Je vais pas mentir. Hein. Non, mais ce qui m'a un peu touchée, c'est du coup déjà, je pense que c'est le film qui m'a un peu le plus fait. Il y a beaucoup de poésie et de douceur. Oui. Ça, je dis pas le contraire, c'est ce qui a fait que ça m'a quand même attiré un minimum. Tu vois, mais c'est le personnage que j'aime pas. Le film, il commence avec une scène, un plan fixe, 3 minutes d'une voiture qui roule, du coup, qui tourne en rond. Bon, voilà, c'est vraiment la scène de 3 minutes qui te dit ça va se dérouler exactement pareil pendant les 1h30 suivantes. Et voilà, t'as le deuxième, troisième plan qui enchaîne avec lui dans son salon, pareil avec encore un plan de 3 minutes avec une bière à la main, une cigarette à la main. Le mec ne sait rien faire de sa vie, quoi. Et vu l'ennui, la caractéristique principale des films de Coppola, et je trouve que du coup là c'est là où peut-être pas où elle est le mieux représenté, mais en tout cas le plus représenté. C'est vraiment la thématique que tu retrouves elle est partout, voilà. Ouais. Mais du coup, chaque interaction de ce mec, même du coup avec sa fille, est primaire. Genre vraiment, je pense c'est le film de Coppola où ça parle le moins. Et il y a beaucoup de silence. Beaucoup de musique aussi qui accompagne le personnage, même en son omniprésence. Mais du coup, c'est vraiment ce silence et ce fait de, en fait, tu te retrouves avec une personne, de toute façon, c'est abordé aussi même dans Lost in Translation. Des fois, t'as des interactions avec une personne que t'aimes bien, là, en l'occurrence, sa fille, et que en fait tu sais pas quoi lui dire, quoi. Genre du coup là Somewhere, je sais pas si quelqu'un a vu After Sun.
Je l'ai pas vu, mais Pas j'ai encore, prévu mais j'ai très envie de le voir. Ouais. En gros, c'est un peu, ça reprend exactement. Je pense que Aftersun c'est beaucoup inspiré de Somewhere dans cette relation père-fille. Je crois, ouais, que c'était l'une des références. Ouais. Donc, t'as ce truc du voilà, ils sont tous les deux, ils vagabondent un petit peu. Bon, dans Aftersun, ils sont en vacances dans un camp, je sais plus où, en Turquie, je crois, ou je sais plus. Et du coup, t'as cette même relation dans Somewhere, mais du coup, dans Aftersun, ils ont des discussions quand même un peu plus poussées et philosophiques, tu vois, que peut avoir un père et une fille, même si bon, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, mais là, pour le coup, ils ont aucune interaction et c'est que du primaire, et c'est toujours ce non-dit. Ce non-dit de la chose qui m'a pas mal touché, et je sais que tu veux parler de la fin de Somewhere que tu trouves bien ridicule, et je suis d'accord avec toi, mais ça présente aussi un peu cette forme d'innocence, parce que du coup t'as le père qui du coup, et jusqu'à là les films de Sofia Coppola, ça présentait des personnages qui avaient une certaine forme de dépression et d'ennui, mais qui voulait quand même un peu s'en sortir, tu vois. Donc, dans Virginity Side, ils le disent direct au début que les filles, elles veulent se barrer de là. Dans Marie-Antoinette, comme Priscilla à la fin. Et dans Lost in Translation, t'as du coup, quand ils sortent de l'hôtel, tu vois, c'est par envie de faire autre chose, de s'amuser, de penser à autre chose. Et là, t'arrives sur Somewhere. Et le mec, en fait, par rapport aux autres persos qu'il y a eu avant, il n'a pas cette envie profonde jusqu'à la toute fin, où tu as une scène où il est là dans son hôtel, assis tout seul, et qu'il appelle je sais plus qui pour lui dire je sais pas ce que je fais de ma vie, je fais de la merde et tout. Mais pendant une bonne heure 20, tu vois, il veut pas spécialement sortir de sa situation, et c'est ça que j'ai trouvé pas mal, où au moins ça change un petit peu, tu vois. Jusque là t'avais des persos qui voulaient s'en sortir, et lui, même avec sa fille, il veut pas trop s'en sortir non plus, jusqu'à la scène finale où il sort de sa voiture sur une route au désert, tu vois. Mais c'est très innocent, mais tu vois, c'est un petit pas d'un mec qui sait pas comment faire non plus au final pour se sentir mieux. C'est ça que j'ai trouvé un peu touchant. Moi, j'ai surtout l'impression que le personnage principal dans Somewhere, en fait, il est... alors qu'il a beaucoup d'expérience de vie, c'est un adulte, il est dépassé par la maturité de sa fille de 11 ans. C'est notamment la scène où elle fait à manger. Pendant que lui il dort, elle lui fait à manger toute seule. Elle n'a pas besoin de quelqu'un pour lui dire de faire à manger. Elle va faire à manger et elle sait le faire toute seule. Et parce que, encore une fois, ça dit quelque chose de la condition féminine, c'est que elle, on lui a appris dès sa naissance, depuis qu'elle a grandi, en fait, que t'es autonome et t'es censé faire ça. T'es censé savoir faire ça. Je pensais justement à cette scène quand je disais que je trouvais le personnage ridicule. Ouais. Non, mais moi je suis d'accord, j'ai pas du tout aimé le personnage du père. Moi, c'est quelqu'un que je croise dans la vraie vie et qui me raconte ça. Je suis genre, mais t'es où en fait? Autant le personnage de Elle Fanning, je l'aime beaucoup. Autant le personnage du père, je sais même plus comment il s'appelle, je l'aime pas, et je trouve que son évolution est, vraiment, j'ai envie de rire, quoi. Mais oui, c'est le mec qui se rappelle qu'il a une fille, il passe 2 semaines avec elle alors qu'il est pété de thunes et qu'il vit dans un hôtel, et il se dit waouh, la vie est géniale, je viens de redécouvrir quelque chose, maintenant je veux retourner à la vie simple, back to the basics, retourner aux sources et m'occuper de ma fille, et ça vient de m'ouvrir les yeux sur quelque chose. Et la scène, du coup je vais parler de la scène de fin parce que tu sais que je l'aime pas et tu l'as soulevé. La fin où littéralement il sort de sa bagnole et genre il marche vers l'horizon. J'ai trouvé ça trop nul. Ah oui, moi j'ai trouvé ça comme la fin de Final Wars, Kylian. Godzilla qui part vers le coucher de soleil. Après avoir défoncé tout le monde en high kick. Par contre, il y avait un truc intéressant dans Somewhere, mais qui n'est pas que symptomatique de Somewhere, mais du coup ça m'a permis de faire un lien entre tous ces films. C'est l'une des scènes du début, je crois que c'est la première scène où il regarde un striptease dans sa chambre. Et en fait, du coup, il y a deux stripteaseuses. Et lui, dans son canapé, il les regarde. Et en fait, les stripteaseuses sont en plan italien, je crois. Elles sont à peu près coupées au genou. En tout cas, elles sont presque en plan pied. Je m'en rappelle plus. Mais le plan est fixe et il n'y a jamais de gros plans
de plans qui sexualisent le corps de ces deux femmes-là. Et en fait, en y réfléchissant, j'ai réfléchi à tous les films de Coppola, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez elle et qui fait le lien entre tous ces films, c'est que les femmes se sexualisent pour elles-mêmes ou pour avoir les faveurs du regard des hommes aussi. Mais c'est jamais la caméra qui les sexualise. Ouais. Et c'est ça que j'aime énormément chez Coppola, c'est que elles se sexualisent par leur façon de s'habiller, par leur façon de bouger, de se montrer, mais c'est jamais la caméra qui le fait. Et donc c'est vrai dans Somewhere avec notamment les stripteaseuses, c'est vrai dans Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, exactement. Et du coup, ça permet de faire un lien entre tous les films de Coppola, et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Et en fait, les seuls... le morcellement du corps des femmes, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les ouvertures, à la limite, des films de Coppola. Donc moi, je pense à Lost in Translation, avec l'ouverture sur les fesses de Scarlett Johansson, ou dans Virgin Suicides aussi. Le titre, c'est sur un gros plan, sur le visage de Kirsten Dunst. Mais dans le film, en lui-même, quand elle se sexualise, on les voit se sexualiser, mais ce n'est pas des gros plans... Ce n'est pas par un morcellement du corps, ou c'est jamais la caméra. Donc c'est un female gaze que je trouve, enfin un regard féminin et féministe aussi, que je trouve très bien maîtrisé chez Sofia Coppola, parce que par contre ça montre cette injonction des femmes à se sexualiser, pas forcément pour elles-mêmes, mais aussi pour correspondre à ce que la société attend d'elle, ou à ce que les hommes attendent d'elle aussi. Ça, je voulais en venir aussi, c'est qu'on va déjà dans Marie-Antoinette, genre déjà elle est réduite déjà à cette capacité de faire des enfants, c'est-à-dire que c'est la seule raison de pourquoi on la marie. Ouais. Et c'est vraiment ça qui va du coup lier du coup le pacte entre l'Autriche et la France, et justement elle est réduite à ça et à cette capacité là, et en plus on remet la faute sur elle, alors que c'est le roi qui est complètement en fait il ne l'aime pas, genre il a aucun sentiment pour elle, et le seul moment où ils vont avoir un rapport, c'est vraiment juste une condition politique, et c'est absolument tragique en fait comme histoire. Ouais. Mais du coup c'est ça, c'est qu'en fait les femmes dans les films de Coppola, les femmes font des choses de leur propre initiative. C'est pas quelque chose qu'on leur dit forcément, tu dois t'habiller comme ça, ou tu dois surtout dans Priscilla, je trouve, t'auto-sexualiser. C'est pas quelque chose qui est dissible en fait, mais c'est quelque chose elles le font de leur propre initiative, même si c'est pas vraiment, du coup c'est indirect, c'est pas vraiment de leur initiative, pour en fait correspondre à ce que la société attend d'elle, ou du moins la communauté dominante, donc en l'occurrence les hommes, les parents, etc. etc. Donc pour le coup, peut-être qu'on pourrait parler aussi de Priscilla, parce qu'on l'a tous vu. Ouais. Si vous n'avez plus rien à dire sur ça, moi. Je voulais juste rajouter, du coup, en reparlant de la fin, où du coup, je trouve que dans du coup, les 8 films qu'elle a fait, que ce soit du coup la fin un peu la plus positive, tu vois, dans toute sa filmo. Genre bon, là du coup il s'est séparé avec sa fille, mais c'est pas un adieu non plus, et du coup non, c'est pas vraiment ça. Ouais, je pense pas. Bah moi je vois quand même, mais moi j'avais interprété que c'est peut-être pas un adieu, mais plus un au revoir, à bientôt. Oui, c'est un à bientôt, mais du coup qui laisse sur une note positive avec la scène absurde de fin où il marche dans le désert. Et à savoir qu'il devait y avoir un deuxième de Somewhere, mais qui n'a jamais été... ça ne s'est jamais fait. Ah ouais. Il devait y en avoir un deuxième, ouais. Bah, c'est Aftersun. Ouais, on va dire ça. C'est Aftersun. C'est juste qu'elle a pas les visages, t'inquiète. Mais du coup, ouais, pour revenir aux fins, du coup, genre là, c'est une fin positive par rapport à Virgin Suicide, où bon, du coup, bon, c'est un peu doux amer à la fin, mais voilà. Donc concrètement, elles se sont suicidées. Pareil, Marie-Antoinette, c'est pas une fin heureuse. Marie-Antoinette, on va y revenir sur la fin où je vais beaucoup rager, mais du coup, elle va se faire guillotiner. Dans Lost in Translation, bon là c'est une séparation, mais vraiment plutôt beaucoup plus douloureuse
que dans Somewhere. Les proies, le mec, du coup, le soldat, il clame, ça veut dire que ils ont vraiment pas réussi à cohabiter ensemble au final. Donc c'est super Mais triste. encore une fois, du coup, je vais revenir aussi très vite fait sur les proies. Ça montre bien en fait le poids du regard sociétal et de l'injonction émise sur les femmes, parce que il est en minorité, le soldat. C'est le seul homme, mais par contre, à partir du moment où il est là, il chamboule tout, il bouleverse tout, et c'est lui quelque part qui fait un peu sa loi, alors même que parfois il ne peut pas. Enfin, il est immobilisé, quoi. Ouais. Il est à mobilité réduite. Donc. Et malgré ça, il bouleverse en fait toute la dynamique et toutes les relations entre les femmes. Qui veulent aussi, pour certaines, s'attirer les faveurs du mec, parce que on apprend aux femmes que c'est comme ça que ça marche, qu'il faut se faire bien voir par les hommes, et même parfois se faire bien voir par les hommes au détriment de ta relation avec d'autres femmes. Tu dois parfois écraser les autres femmes pour te faire bien voir de l'homme. Oui. Et dans les proies, il y a vraiment cette dimension-là. Et surtout que je trouve que c'est beau, parce qu'on voit que c'est quelque chose d'inculqué et d'inconscient et d'inné. Enfin, d'inné, on n'est pas avec, mais c'est quelque chose qu'on inculque dès le plus jeune âge aux femmes et aux hommes aussi. Parce que du coup, elles ont des visages très différents. Et toutes vont essayer de se faire bien voir par le mec. Par peur parfois, par séduction, donc pour toutes ces raisons-là. Que ce soit du plus jeune âge au plus grand, quoi. Donc c'est vraiment, t'en as aucune qui est pas attirée dans le truc. C'est d'ailleurs à cause de ça que ça éclate à la fin, c'est que elles sont le perso de Kristen Dunst, le perso de comment elle s'appelle, ouais, voilà, Nicole Kidman, et du coup la plus jeune, elles sont à 3 dessus. Non, enfin du coup la plus jeune par rapport aux 3. Mais du coup l'autre perso qui sont à 3 à se battre un peu pour lui, et c'est pour ça que ça éclate au final. Tu voulais passer à Priscilla ? Priscilla, ouais. Du coup, on a tous vu Priscilla autour de cette table. Ouais. Parfait. Vous pouvez toujours aller le voir au cinéma. Ouais, il est toujours à l'affiche. Allez voir Priscilla, c'est super. Voilà. Alors moi j'étais à la fois contente, mais je me suis très souvent énervée. J'ai pu assister à ça, c'était très tendu. Le mec est détestable, et ce qui est bien, c'est que Sofia Coppola utilise vraiment tous les outils pour faire en sorte de détester ce mec. Justement, moi je vais un peu nuancer ça. Moi je l'ai vu d'une autre manière, parce que justement j'ai beaucoup aimé Priscilla, parce que je le trouve pas si manichéen que ça, et du coup je trouve, il montre pas non plus, j'ai pas trouvé qu'il montrait Elvis ce gros monstre. Je trouvais justement qu'il montrait le côté assez pervers et vicieux de la relation toxique. C'est ça plus ou moins que je voulais souligner. Parce que tu vois, du coup, il y a des moments où il est là en mode, il lui jette une chaise dans la gueule, et après il va la voir, oh je t'aime, tu es l'amour de ma vie. C'est un truc, c'est déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Priscilla, déjà, elle l'a rencontré très jeune. Donc elle a eu très rapidement l'emprise, ça. Oui, et en plus, c'était des choses qui, dans la société américaine, qui étaient genre normalisées, tu vois. Si l'homme était violent, c'est que tu avais fait quelque chose de mal. C'était des idées qui étaient inculquées comme ça, tu vois. Et c'est encore, malheureusement, c'est encore souvent le cas. Ouais. Et du coup, et elle, justement, vu que dans Priscilla, c'est une personne qui a tout le temps la main sur le cœur et tout, elle le pardonne tout le temps. Et malheureusement, il y a des gens comme ça. Et c'est tragique, mais pourtant, c'est ultra réaliste par rapport à comment ça se passe. Et puis, comme on sait, c'est inspiré de choses que, justement, que Priscilla, elle a écrit elle-même dans son autobiographie. Et c'est des choses qui arrivent, et c'est un film qui le montre super bien. Et c'est un personnage sous emprise psychologique, d'un personnage qui est lui-même sous emprise psychologique, parce qu'Elvis était, et ça le film il le montre, même si on le voit pas le colonel, mais on comprend qu'il a la main sur Elvis, genre. Oui voilà, dans le film justement de Baz Luhrmann. Mais justement c'est intéressant aussi de pas le montrer, et de genre Priscilla elle peut dire ce qu'elle veut, Elvis il en fracasse sa tête, le colonel dit un mot, Elvis il réagit aux gestes, genre. Et ça, je trouve ça c'est super pertinent aussi dans ce qu'elle veut montrer. Mais ce que je voulais finir, c'est du coup, ça montre cet Elvis violent en privé. Pourquoi ?
En plus, alors qu'on a eu un film Elvis il y a 2 ans, je pense que tous ceux qui, à peu près, qui ont vu le Priscilla de Coppola ont dû voir le Elvis de Luhrmann, tu vois. Pourquoi tu maintiens quand même ces scènes où tu iconises un peu Elvis sur scène? Genre, c'est... Parce que ça reste une icône américaine et je pense que Coppola, elle quand même, je pense qu'elle voulait quand même faire un film aussi sur Elvis et aussi l'image. Ça va de pair en fait, parce que tu peux pas parler... Faire le... Je pense que tu pouvais faire abstraction des scènes d'Elvis. Je suis pas spécialement d'accord parce que faire un film sur la vie de Priscilla... alors par contre, autre chose, avant je fais une petite parenthèse, j'ai été très déçue par contre qu'on ne parle pas de ses engagements féministes à Priscilla parce qu'elle en a eu énormément. Ouais, le film il se coupe avant justement qu'elle parte dans ces mouvements-là. Ouais. Justement, bon, j'étais un poil déçue qu'on n'en parle pas ou qu'on ne fasse pas référence à ça. Mais justement, c'est con, hein, mais c'est une femme qui existe, qui est de chair et de sang. Priscilla est une vraie personne. Et qui est toujours vivante en plus de nos jours. Qui est toujours vivante, mais malheureusement... Je croyais que c'était fictif. Cette femme, même dans la... Il n'a pas compris le film, il l'a pas vu. Cette femme, même dans la vraie vie, on la connaît parce que c'est la meuf d'Elvis. Et c'est ça aussi que le film il souligne. On connaît Priscilla parce que c'est la meuf d'Elvis, mais on ne sait pas à quel point elle en a chié. Donc, je trouve que ça, quand même, on est forcément un moment obligé de parler d'Elvis pour parler de Priscilla. C'est une meuf qui s'est ennuyée, qui n'a pas fait ce qu'elle voulait, qui a été influencée, qui a découvert un univers qui, tout compte fait, ne lui correspondait pas parce qu'elle l'a fait par amour. Un univers qui lui paraissait comme un conte de fées en plus au départ. Oui, pour elle, c'était un Ouais. pur conte de fées proposé par qui ? Par un pélo. Et justement, moi j'ai vu Elvis de Baz Luhrmann et j'ai vu Priscilla. J'ai adoré Priscilla. Ouais. Je pense que ça fait partie de mes films J'ai préférés. préféré justement de Sofia l'interprétation en plus de justement dans Priscilla d'Elvis que dans le film de Baz Luhrmann. Je vais revenir dessus justement parce que je sais que ça va étonner certaines personnes parce que tout le monde avait dit que Austin Butler avait été incroyable et pas mal de gens avaient un peu moqué la presta de Jacob Elordi aussi. Par rapport à celle de Austin Butler, je veux dire. Mais j'avais bien aimé la performance de Butler, mais j'ai beaucoup aimé celle de Jacob Elordi. C'est tout l'inverse, moi, personnellement. C'est tout l'inverse. Moi, j'ai tellement... Ah ouais Ouais, sincèrement, alors après, c'est en termes de jeu. En termes de jeu d'acteur, dans Elvis, Austin, Trucmuche, je trouve qu'il a réellement donné les intentions, contrairement... Je retiens pas les blazes. Au Elvis dans Priscilla, où je trouve qu'il n'avait aucun cachet, aucune âme. Moi, donc, je trouve pas, surtout dans le jeu, en fait. Je trouve du coup, Jacob Elordi qui joue du coup dans Priscilla, je trouve il a un vrai charisme et surtout j'ai réussi à. Charisme d'un mec qui est violent. Hein. Oui, quand je le voyais dans le film, je voyais Elvis. Alors que par exemple, dans le film de Baz Luhrmann, je voyais Austin Butler. Alors que là, dans Priscilla, pendant un moment, je me suis dit, oui, le visage, c'est celui d'Elvis. J'ai vu Elvis. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas ressenti dans le film de Baz Luhrmann. Donc là, j'ai été beaucoup plus pris finalement. Je pense que, cela dit, la démarche n'est pas du tout la même parce que dans Elvis, on voulait montrer Elvis, la bête de scène, alors que dans Priscilla, on voulait montrer justement le côté... Elvis, l'être humain. L'être humain et surtout le charisme pervers de Elvis parce qu'il est tellement charismatique qu'en fait, il arrive à manipuler Priscilla. Il est très manipulateur et c'est pas la seule personne qui l'a manipulé en plus dans sa vie. Donc, alors que lui-même se fait manipuler par le colonel. Mais dans Elvis de Baz Luhrmann, on montre, regardez, Elvis, des fois, il était pas très cool avec les gens qui l'entourent, mais c'est à cause des autres personnes qui sont pas très cool avec lui. Il va pas au fond, alors que dans Priscilla, je trouve que on n'excuse pas du tout son comportement sans être tombé dans le manichéisme et montrer regardez c'était un monstre. Je trouve que et pour ça que j'ai bien aimé comment c'était calibré et donc pour en revenir à mon avis général sur Priscilla, personnellement du coup j'ai adoré que ce soit en termes de narration ou d'esthétisme. L'esthétique, tu reconnais l'esthétique Sofia Coppola que j'aime beaucoup. J'aime bien sa façon de filmer justement Graceland. Sans être trop Coppola qui fait du Coppola non plus.
Je trouvais que c'était plutôt déjà les plans sur Priscilla qui fait son eyeliner, enfin voilà quoi. Il faut faire plus de plans sur des eyeliners, je trouve. Faire son eyeliner, ça c'est trop beau. Ce premier plan de pli là. Alors, la première chose à laquelle j'ai pensé pour ce plan-là, je me suis dit, non mais les gars, c'est pas si simple que ça de faire un trait de liner. Là, vous idéalisez juste un truc. Mais non, je suis pas d'accord. Ça dépend des techniques, mais elle avait un bon coup de main, je pense. Mais Moi, Priscilla dans le film, elle m'a fait énormément de peine. Hein. Elle est tellement brimée par son mec que... Je trouve que c'est quand même bien écrit parce que C'est très bien malgré écrit, le oui. fait qu'elle soit... déjà qu'elle soit jeune, parce qu'elle est ado. Hein, Elle a 14 ans. Oui. Elle est grave mature. Malgré sa captivité dans cette prison dorée... 10 ans d'écart entre les deux. Ouais. Voilà. Et je trouve que le film n'est pas unilatéral sur sa condition. Il ne la montre pas seulement comme une victime. Parce qu'on voit que des fois, elle a quand même des excès d'affirmation quand elle le confronte un peu sur le mot qu'elle retrouve dans sa veste, quand elle dit Scooby, c'est qui et tout. Des fois, elle ose le confronter. Pardon. Et aussi par rapport aux photos avec d'autres stars dans les magazines. Elle ne se tait pas juste tout le long. Elle ne se brime pas, en fait. Elle ne s'auto-censure pas. Malgré tout, malgré sa peur, malgré le fait qu'elle soit plus petite que lui et qu'elle soit plus jeune que lui en plus. Parce qu'il y a aussi cette différence de taille qui est vachement mise en avant dans le film. Ouais. Donc il y a une double domination en fait, par l'âge, par la condition, parce que lui c'est un homme et elle une femme, et aussi par la taille. Et on montre quand même que malgré tout ça, elle osait le confronter, mais que par la force des choses, elle ne fait pas le point en fait. Et j'ai bien aimé quand même la fin aussi Où elle décide de partir. où elle décide de partir. Du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit mais c'est quand même un film sur Elvis, c'est pas un film sur Priscilla, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on sait d'elle? Rien. Je suis pas d'accord là-dessus, parce que je trouve quand même que on arrive à comprendre sa complexité, comme je l'ai dit. C'est pas juste une femme victime, mais c'est vrai que par contre le film se concentre sur la période seulement de la relation entre elle et Elvis. Mais c'était comme ça que le film était vendu aussi. C'est pas un biopic sur Priscilla, parce qu'on parle pas de son enfance, on parle pas de sa vie après. Ça se concentre sur une partie de sa vie, et je trouve que le film n'a jamais menti là-dessus. Et j'aime bien aussi la fin. C'est ça parce peut-être que... la limite un peu aussi de la durée qu'elle s'impose un peu, j'ai l'impression, Coppola a... C'est vraiment, c'est pour ça aussi, on va en revenir sur Marie-Antoinette et tout, mais du coup, comme elle veut pas trop dépasser les 2 heures, j'ai l'impression, et que du coup, quand tu fais un biopic sur quelqu'un et que tu dis, bon, ok, vas-y, 1h40, ça, forcément, ça fait, c'est qu'une partie du truc, ouais, c'est un film. Je voulais juste finir sur Priscilla, sur la fin aussi, avec I Will Always Love You, parce qu'elle lui dit je dois partir maintenant parce que sinon je partirai jamais. Elle est consciente de son emprise et elle part en fait pour son bien à elle avant tout, mais aussi parce qu'elle se rend compte que lui, en plus c'est à la fin de sa vie où il commence... dans le fond, le film. Hein. Ouais, moi franchement j'ai bien aimé aussi la fin. Hein. Je vais pas... Et du coup le fait aussi que ça se termine sur I Will Always Love You, ça montre qu'il y a ce côté je te quitte parce que c'est le meilleur de ce qu'il y a à faire pour nous deux. Mais en fait par la force des choses j'aurai toujours de l'affection pour toi. Et que en fait elle se libère seulement elle s'échappe, elle pense que c'est le moment de s'échapper de cette emprise parce qu'elle voit une lueur là-dedans, mais que si elle s'échappe pas maintenant, vu qu'elle l'aime et qu'elle l'aimera toujours et qu'ils s'aiment, si elle le fait pas maintenant, dans 2 heures après ou une semaine après, elle sera de nouveau sous cette emprise en fait, et elle saute sur l'occasion qu'elle voie enfin une lueur pour s'échapper de ça. Et du coup j'ai bien aimé aussi la fin sur cette chanson là et sur le plan très lumineux d'elle juste qui sort de Graceland. Je sais qu'il y avait des gens qui avaient dit qu'ils avaient trouvé la fin trop nulle. Moi ça m'a pas dérangé, mais voilà quoi. Et aussi sur la représentation je trouvais qu'il représentait bien les relations toxiques, les relations d'emprise, et puis aussi tous ces trucs de elle est jeune, mais justement votre fille elle est super mature pour son âge, c'est pour ça que je l'aime. Ça montre en fait le vice de la relation, de cette relation là, et en fait des relations où il y a des grands écarts d'âge comme ça, notamment quand
la personne en face est une enfant, c'est en fait il la trouve intelligente, il la trouve intéressante, mais elle a ce truc en plus, c'est qu'en fait elle est jeune, donc je pourrais quand même plus facilement, même si elle me plaît intellectuellement, je pourrais quand même plus facilement la manipuler. Et en fait c'est ce qui plaît. Ça montre aussi un bout de jeune femme qui grandit dans un cadre qui n'est absolument pas fait pour elle. Les strass, les paillettes, l'insécurité, elle s'ennuie, à la fin, elle a son gosse, c'est la meilleure des choses pour elle, mais sinon, les fêtes, strass, paillettes, coca gogo, c'est pas... Elle le fait pour lui, elle le fait pas pour elle. Elle se force pour correspondre à son mode de vie à lui. Bien sûr. On le voit dès le début quand elle commence à prendre des pilules et tout. Et forcément, elle en finit par en prendre elle-même parce que elle n'a pas le choix de tenir, quoi. Ouais. Et toujours après 360, mais tu l'avais déjà un peu abordé, mais c'est pour faire transition avec Marie-Antoinette aussi. C'est toujours ce concept de cage dorée qui au début paraît somptueux et attirant, qui va s'avérer être du coup vraiment l'enfer. Et même avec Marie-Antoinette et tout aussi, tout ce truc et qu'il y a aussi un peu dans Virgin Suicides, voilà, c'est ce jugement des autres gens envers elle, injustifié au possible. Mais du coup, quand elle est dans la classe et tout avec ses potes et Day One, elle arrive et direct, ça dit c'est la copine d'Elvis. Mais du coup, pour par contre, la différence entre Priscilla et Marie-Antoinette, c'est qu'elles débarquent toutes les deux dans des mondes qu'elles ne connaissent pas alors qu'elles n'ont pas fini de grandir. Enfin, Marie-Antoinette, je crois que... elle est partie en France, elle avait 14 ans. Ouais, elle avait le même âge. Ouais. Et, mais elle, par contre, arrive à s'accaparer et à s'accommoder de ce mode de vie-là dont elle jouit par la suite. Ouais. Ce qui, d'ailleurs, la mènera un peu à sa perte. Alors que dans Priscilla, elle ne s'accommode jamais vraiment de ce mode de vie-là non plus. Et par contre, d'ailleurs, j'avais trouvé qu'il y avait... Parce que j'ai revu Marie-Antoinette aussi pour le podcast, que j'avais vu il y a longtemps. Je l'ai revu et j'ai trouvé aussi un lien entre Priscilla. C'est la scène... Il y avait une scène assez similaire quand on lui arrache un peu son enfant, parce que du coup dans Priscilla il y a la scène du photoshoot où elle fait la photo avec sa fille Lisa Marie et Elvis, et après le photographe dit je veux une photo où vous êtes que tous les deux. Du coup elle pose son enfant et Lisa Marie court dans les bras de la nourrice, en fait de la babysitter, de la femme qui s'occupe d'elle à Graceland quand Priscilla n'est pas là. Et il y a un plan qui m'avait marqué où on voit Priscilla observer cette scène de Lisa Marie qui court dans les bras de sa nourrice comme si c'était sa maman en fait. Et dans Marie-Antoinette il y a un peu ce même truc quand elle vient d'accoucher et elle veut nourrir son bébé, ouais, on lui dit non, c'est pas à toi de faire ça, t'es Marie-Antoinette. C'est la nourrice qui lui arrache des bras et on dit t'es Marie-Antoinette, tu vas pas nourrir ton bébé quand même. Et du coup j'avais trouvé aussi ce lui dit, ce t'es lien trop entre faible, les deux films. tu peux pas. Il y avait aussi ce lien entre les deux films de maternité un peu qu'on arrache à cette femme, quoi. Ouais, c'est surtout ça que j'avais aimé dans Marie-Antoinette. En fait, c'était surtout la première heure des conditions qu'elle doit tenir et vraiment de la pression des autres où elle sert juste de bocal, quoi. Genre vraiment, elle doit enfanter. Et après vient la fin détestable que je déteste, pardon. Non, tranquille, Kylian, tranquille. Ah non, mais après, je sais que là du coup on va basculer sur Marie-Antoinette, mais le but de Marie-Antoinette c'est toujours quoi, de montrer cette femme un peu seule dans cette cour beaucoup trop grand pour elle, et du coup montrer la solitude. Et un peu comment elle va essayer de aussi tuer son ennui à travers les fêtes bourgeoises qu'elle va enchaîner, tout ça. Et pourquoi comment dire, c'est pourquoi faire un film sur Marie-Antoinette qui historiquement est quand même un peu détestable en soi, tu vois.
Genre pour moi, avec le movie, t'as pas rendu un peu détestable la bourgeoisie, la royauté, la monarchie, tout ça. Après, je pense que Marie-Antoinette n'avait pas du tout cette ambition-là parce que, en tout cas, personnellement, je le vois pas du tout comme un biopic. Il y a même d'ailleurs, il y a même une dimension un peu parodique, et comique. Et en plus, c'est librement inspiré d'un roman qui était déjà librement inspiré de la réalité. Donc, c'est juste une adaptation. En aucun cas, ça a été mis en avant que c'était un biopic. On s'accapare la figure de Marie-Antoinette pour en faire une sorte de patch stylistique, visuel et un peu parodique de la cour en fait. Mais je trouve pas du ça tout perturbant. Je trouve pas que ce soit son meilleur film honnêtement non plus, mais c'est pas ça qui m'avait dérangé dans le fait de rendre détestable ou pas Marie-Antoinette, parce que je trouve que le film n'a pas du tout cette ambition-là. Ouais, je critique l'ambition quoi. C'est quand tu fais un film sur Marie-Antoinette et que t'as l'ambition de faire un truc fun avec une cour et que t'arrives, tu mets du rock parce que c'est Mozart l'opéra rock et on s'en bat les couilles et on balance des musiques comme ça parce que Marie-Antoinette elle est trop fun, elle est ultra décalée par rapport à la cour, t'as capté. Pour le coup, là je suis d'accord, il y a vraiment des moments où la musique elle sort complètement et il y a des moments même par rapport à la suspension consentie d'incrédulité, il y a des voilà, j'étais dans une phrase, un peu, ouais, je suis matrixé un peu. Et en fait, et ça, genre par exemple, t'as une scène de danse où c'est le grand bal masqué où là en fait, oui, et genre elle a mis de la reverb comme si c'était vraiment la musique diffusée. Donc t'as une grosse guitare qui fait non. Pourquoi? Non, c'est très drôle en fait comme séquence. Mais oui, et tu dis en mode ok, on a compris, tu peux mettre de la musique rock, c'est comme ça, mais fais pas genre quand si c'est diffusé, tu vois. Je trouve que ça, en tout cas, ça me dérange pas parce que je trouve que ça marche avec tout le ton du film qui est un peu parodique. Enfin, moi personnellement, ça m'avait fait un peu penser dans le ton à Emily in Paris. Enfin, je sais pas comment dire, il y a un côté vachement parodique dans Marie-Antoinette. Et un côté un peu pédant aussi. Il y a la vision aussi très américaine de la France aussi, voilà, de la monarchie française très, ouais. Mais on est conscient en fait qu'on utilise des clichés et qu'on parodie un peu. Genre à un moment elle a des cheveux roses et tout, Marie-Antoinette, c'est. Et tu vois, ce que j'avais trouvé bien vu au premier abord, c'est du coup c'est un peu cet enfermement du coup au pas dans le palais. Et que du coup t'es zéro contexte en dehors du palais, tu vois. C'est vraiment genre du coup son intention de mettre en scène Marie-Antoinette dans cette petite bourgeoisie sympa et tout, et de faire arriver un peuple, le peuple pas content à la fin. C'est oh non, le peuple il va tout gâcher de la vie de Marie-Antoinette, c'est un peu c'est dommage quand même, hein. Et c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage aussi. C'est après je le vois pas comme ça, mais pourquoi pas. Pour moi le film il lui manque 30 minutes encore. Genre c'est. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord non plus. Ouais. Non, parce que c'est le parti pris, mais en fait Marie-Antoinette c'est une relecture librement inspiré et rock'n'roll de la vie de Marie-Antoinette, et en fait le film s'arrête au moment où en fait le contexte n'est plus si rock'n'roll que ça pour elle. Et donc le film en fait c'est l'intention même, c'est l'intention, c'est pas le film est bien fait dans ce qu'il fait, on est d'accord, mais le problème c'est l'intention de base que tu mets. En fait, si tu veux, la fin est logique dans le parti pris, mais après, tu peux ne pas aimer le parti pris. Le film se concentre sur comment elle s'approprie la vie à la cour. Oui. Mais du coup, le film s'arrête quand elle n'a plus de vie à la cour, quand elle s'en va pour Varennes. Enfin, je veux dire, après, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de hors-champ chez Sofia Coppola. Et du coup, je pense que si elle avait mis en scène la guillotine, elle l'aurait fait en hors-champ aussi. Oui, et du coup, est-ce que ça aurait apporté vraiment quelque chose de rallonger le film qui dure déjà 2 heures, de 30 minutes, pour juste mettre ça en scène? Si Sofia Coppola le montre pas, c'est que ça n'a pas d'intérêt en fait par rapport à ce qu'elle veut raconter en fait. Oui. Et effectivement, là, pour le coup, ça aurait rapporté rien à ce qu'elle raconte. Oui, mais mais toi, t'aimes pas ce qu'elle raconte. Moi, j'aime pas ce qu'elle raconte. C'est compréhensible en même temps, tu vois. Oui, tout pas... à fait. Mais oui, non, je pense. Le sujet qu'elle a, je sais pas, j'aime pas ce qu'elle en fait. Mais par rapport, ça aurait pas été, voilà, par rapport à son sujet, effectivement, ça aurait pas été. Après, je suis bien d'accord pour dire que c'est pas du tout son meilleur film, Marie-Antoinette. Hein. Enfin, moi, il a vraiment des longueurs, je trouve. Hein. Ouais. Mais par contre, je trouve que
Après, il a quand même plutôt bien vieilli, ça va. Alors que par exemple, le Bling Ring n'a pas du tout bien vieilli. Oui, on en parlait hier, mon parlait, Dieu. mais Ouais. voilà, le Genre, Bling Ring n'a pas du tout bien vieilli. Toute l'esthétique, là, justement, comme on disait, Tumblr, avec le pire, justement, de Tumblr, bah, c'est bien qu'elle essaye vraiment de montrer des trucs des ados, etc. Mais ça se voit que c'était fait par des gens qui sont super distants et qui sont pas dans la génération, quoi. Ah ouais, les jeunes, ils sont sur leur portable. Non, et mais ils vraiment, fument, c'est surtout l'esthétique visuelle. On parle surtout l'esthétique Tumblr, genre le pire de Tumblr, tu vois. C'est même pas le bon de l'esthétique Tumblr. C'est quoi Tumblr? Il a pas connu Tumblr. Oh là là. Non, il mais faudrait tu faire sais, toute genre, une... je trouve que ça a vachement mal vieilli parce que tu sais, en plus, t'as les coupes TMZ là. Alors, ça a trop mal vieilli. Et puis vraiment trop l'esthétique des jeunes qui portaient des leggings Galaxy, puis des t-shirts moustaches. Enfin, c'était. Et les chapeaux là pour les hommes, là, on en parlait aussi, mon Dieu. En fait, on parle l'esthétique visuelle, c'est des début des années 2000 qui est genre. Début des années 2010 plutôt. Des années 2010, ouais, qui est genre atroce. Genre, c'est vraiment tout dans les vêtements, c'est vraiment pas beau, tu vois. Oui, ok. Et du coup, bah, là, le film là, il prend vraiment le pire de cette période-là, quoi. Alors qu'il y avait des trucs aussi trop bien cette période-là. mais ouais, moi, le Bling Ring, je pense que c'est le film que j'aime le moins de Sofia Coppola avec Somewhere. Je pense que c'est les 2 pires films. Moi, j'avais bien aimé cette vibe, vas-y, Volta Star. Genre, je trouvais ça marrant, je trouvais ça le concept marrant. Aussi, un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est qu'on montre Los Angeles, mais pas avec tous les trucs clichés que tu montres de Los Angeles. Il y a qu'un seul plan de plage. Et pareil, quand on te montre les maisons des stars, c'est que l'intérieur. On va pas forcément te montrer l'extérieur. Et du coup, t'as pas toute cette esthétique cliché de Los Angeles. Et je trouve que c'est super pertinent par rapport au sujet. Mais moi, le truc que j'avais trouvé un peu, j'avais pas du tout été absorbée par le film à ce moment-là. Ma suspension consentie d'incrédulité a été trahie. Ça n'a pas marché sur moi dans ce film. C'est quand la première star qu'elle veut, je crois que c'est Paris Hilton, la première star qu'elle veut cambrioler, elle dit « Oh bah tu vas voir que la clé elle est sous le paillasson ». Bon, bien sûr la clé est sous le paillasson, mais après toutes les autres maisons, après qu'ils cambriolent, on sait pas vraiment comment ils cambriolent, tu vois. Est-ce que toutes les clés sont sous le paillasson? Bah, ils ouvrent les fenêtres, non, qui sont ouvertes. Il y a des moments, et il y a un moment, on parle de Orlando Bloom, non, de mais... Lindsay Lohan, tu vas pas me dire que il y a un moment où justement t'as une gamine qui va passer dans la niche du chien pour passer à l'intérieur et ouvrir la porte d'intérieur. Ah oui, voilà. C'est en cassant parce qu'une porte, quand elle est fermée des deux côtés. Genre, Non mais du coup, bah, pour le coup, il y a plein de trucs pas crédibles dans les films de Sofia Coppola qui ont marché sur moi. Dans le Bling Ring, vraiment, j'ai pas du tout été absorbée par le film, quoi. J'ai détesté. Vraiment, moi, j'ai pas du tout aimé le Bling Ring. Bah, je trouve qu'on est vraiment loin. En plus, et parce pareil, que j'avais vu il y a longtemps. La perf d'Emma Watson est super décevante, alors que c'est vraiment une bonne actrice dans beaucoup de films. Et là, quand je voyais Emma Watson, j'étais en mode... Bah... Tu voulais dire quoi, Lou? Je trouve qu'on est vraiment loin de ce que Sofia Coppola est capable de faire. Il se répète trop dans sa trame scénaristique. Et je trouve qu'on voit pas le style de Sofia Coppola comme on peut le voir dans Priscilla, dans Virgin Suicide, dans Marie-Antoinette ou dans Somewhere. Là, vraiment, au début, j'y croyais pas que c'était du Sofia Coppola. Et en fait, je saurais même pas quoi dire de ce film parce qu'il m'a pas transcendé. Je l'ai vu il y a quelques temps. Mais dire ce qui se passe dans le film, tellement il m'a déplu, moi je suis incapable de dire quoi que ce soit par contre. Bah en fait, l'ennui là, c'est un peu retransmis par toujours des jeunes qui s'ennuient. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire pour s'ennuyer? C'est pour combler à cet ennui, du coup, voler les stars, tu vois. Bah, le pire en plus, c'est basé d'une histoire vraie. C'est basé d'une histoire vraie qui aurait pu être intéressant, mais ça manque. Je suis désolée, ça manque cruellement d'énergie. Oui, non, c'est sûr. On n'est pas du tout dans la psyché des personnages comme on est depuis le début. Je trouve que ça parle de rien, ça dit rien sur rien. À part à la limite, ça une petite critique de la conformité du groupe et encore parce que du coup le mec Mark se force un peu à cambrioler les stars pour parce que lui il est pas vraiment dans. Mais sinon, je trouve qu'en soi ça dit rien, ça raconte rien. Je n'ai pas trouvé ça très intéressant. C'est vrai que j'ai trouvé dommage le fait que l'ensemble est superficiel. Comment dire, ils sont superficiels aussi dans les faits. Genre vraiment leur but c'est quoi? C'est essayer de voler aux stars, voler leurs chaussures, leurs vêtements, leurs bijoux, enfin tous ces trucs bling bling pour moi c'est juste des enfants qui jouent avec des sacs et des chaussures. Oui voilà, mais qui fait pas qui comblera jamais quelque chose. Genre tu peux pas combler quelque chose avec ça. Et c'est pour ça que qui fonce dans le mur aussi et qui a une sorte de dégradation
qui se font tout seuls un peu aussi. Le superficiel aurait pu dire quelque chose d'eux, qui pour le coup... C'est vrai qu'ils ont aucune revendication et c'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est qu'en fait ils le font parce qu'ils le font et il y a aucun... J'aurais bien aimé à un moment donné ça vient pas d'une mouvance idéologique ou quelque chose de revendiquer, venir on vole les stars parce que en plus ils sont plutôt modestes en soi, genre ils vivent dans ça dépend lesquels, il y en a qui sont plus riches que d'autres. Mais il y en a, ils vivent quand même dans de belles baraques et tout, et bon du coup ça c'est pas contradictoire en soi parce que tu peux très bien le faire aussi, mais ça manque de revendication en fait. Tu vois le perso de Marc, il s'appelle. J'aurais bien aimé, vu que ça a l'air quand même d'être un peu le plus je vais le dire cash, mais un peu le moins débile de la bande, tu vois. Genre il a l'air d'être un peu plus conscient de ce qu'il est en train de faire par rapport au perso de Emma Watson où elle est vraiment détestable sur la fin, elle crée son blog et tout, nique sa mère. Mais ça manque de cette phrase du pourquoi on fait ça. C'est ça le truc en fait. Alors 2 choses. Déjà, ça m'a beaucoup fait penser parce que je l'ai revu il y a pas longtemps justement au film Mélancolia. Bon, rien à voir, à rien du tout. Mais première partie, elle sert à rien, on aurait pu la jarter. Deuxième partie, ok, ça peut être intéressant, mais par contre, c'est ennuyant. Et je trouve qu'en fait, c'est le film même de Sofia Coppola où elle reprend le thème de l'adolescence. Elle reprend le thème des tourments, le thème de un peu le syndrome de Peter Pan, le fait de pas vouloir grandir dans ce monde un peu brutal. Mais je trouve qu'en fait, vu qu'elle en a déjà parlé dans Virgin Suicide et dans Lost in Translation, je trouve qu'en fait, c'est juste un pot pourri de ce qu'elle a pas dit dans les autres films parce qu'elle a pas prolongé les films. C'est juste un pot pourri des idées qui lui restaient, mais que c'est super mal foutu. Okay. J'adore son esthétisme dans ses films en général. Mais par contre, reparler encore une fois de l'ennui, nanani, nanana, le film là en question, je suis désolée, elle aurait jamais dû le faire. Hein. C'est un peu cru, mais... Puis même, je le trouve moche. Enfin... il est pas... Non, esthétisme encore, je le trouve bien. Mais vraiment, scénario, rythme, ampleur... il est vraiment au fond du fond, niveau système, je trouve il y a des moments en tout cas où quand c'est en extérieur ça fait super mal aux yeux, genre la luminosité elle est il y a des moments où t'es en mode waouh, je vois rien. Les décors aussi qui accentuent la vacuité de la chose et montrer des pélos qui ont rien à montrer. C'est sûrement surexposé aussi hein. Mais là je trouve c'était vraiment surexposé. Je suis d'accord, j'avais noté ça aussi, il est trop surexposé. Mais je comprends, après c'est l'aspect Los Angeles effectivement où le sable blanc il est bleu à mort et on est près du Pacifique, mais c'est pas poussé à ce point-là, je pense, dans la réalité. Même On the Rocks qui est le plus lisse de tous ces films et qui est le moins Coppola de tous les films de Coppola, je l'ai trouvé plus intéressant. Mais j'ai plutôt bien aimé On the Rocks. The Bling Ring, ça raconte rien, c'est ça qui est dommage. Hein. On ne dirait pas qu'il ne ressemble pas à un Coppola et que ça a été produit par une plateforme et que du coup c'est un film, une production assez lisse, etc. Il y a rien. Je l'ai pas trouvé. C'est Apple TV, c'est ça. Ouais, du coup, souvent eux, ils ont une esthétique qui est vraiment genre corporate parce que c'est Apple et ça se transmet dans tout. À part Tetris peut-être, mais dans la majorité des films Apple, tu sens qu'il y a vraiment un truc corporate où tout est calé. C'est vraiment le style Apple et effectivement, ça se ressent à mort. C'est un truc assez Woody Allen, je trouve, dans On the Rocks et aussi un peu dans Somewhere. En fait, plus dans On the Rocks quand même parce que en plus ça se passe à New York, donc voilà. Mais dans la représentation du milieu intellectuel ou artistique, cet ennui, cette lassitude dans ce milieu-là aussi. Parce que du coup, dans On the Rocks, c'est pas un milieu artistique, mais ils sont plutôt par contre dans le milieu. Elle s'est taffée sur son livre. Ah oui, c'est vrai que elle est écrivaine, mais lui, il est dans une boîte. Il fréquente des sphères intellectuelles et plutôt bourgeoises, comme dans Somewhere. Et du coup, il y a ça un peu de Woody Allen ou de Noah Baumbach un peu. Enfin, après Noah Baumbach s'inspire de Woody Allen aussi, donc. Ça revient un peu au même, mais du coup, je trouvais que dans son genre, On the Rock, j'ai passé un bon moment. Après, c'est pas marquant, ça va pas, ça m'a pas transcendé. En fait, ce qui m'a saoulé, c'est que pénible, tu vois. Genre, il fait passer vraiment la meuf
pour une débile pendant 1h30 quoi. Et c'est ça qui m'agaçait le plus. À jouer les paranos et tout sans vraiment essayer de. Généralement dans les films de Coppola, c'est sûr qu'il y a un manque de communication, tu vois, entre les persos. Mais pour le coup là, genre vraiment l'histoire elle se règle en 2-2 et ça te l'a fait passer vraiment pour moi j'ai juste vu une débile pendant 1 heure. Moi j'ai pas trouvé qu'elle fait, avait l'air débile. Du coup, mais... l'ennui c'est sûr se retranscrit par le fait que du coup comme elle fait rien, elle s'ennuie, du coup elle commence à devenir un peu parano par rapport à son mari qui lui du coup est super occupé, et du coup non, pour moi là l'ennui c'est assez mal retranscrit. Il y a pas ce truc, c'est vraiment non, elle s'ennuie, du coup elle fait chier les autres quoi. Moi c'est plus par contre toute la partie où elle est au Mexique où là j'ai un peu ça m'a un peu j'ai décroché à ce moment. Mais après je l'ai pas trouvé pénible à regarder alors que Bling Ring alors qu'il est court au bout d'un moment t'es là en mode on souffle tu vois. Celui-là bon pour ce qu'il est ça va. C'est pas le meilleur. Franchement, ça va. Encore oui, The Bling Ring, heureusement qu'il dure qu'1h30 parce que sinon ça aurait été atrocement chiant. Il dure 1h30. Quand je l'ai vu, j'avais l'impression que ça durait 3 heures. Ah ouais. Toi, tu l'as vraiment ressenti. Ah moi, j'ai détesté ce film. Ah moi, j'ai vraiment. Moi, le film là, je l'ai mal vécu. Ok. Après, je peux comprendre. Franchement, j'ai pas trouvé un très bon film. Par rapport à ce qu'elle nous a habitués avant Sofia Coppola, c'est vraiment. C'est pas pour rien que je parlais de pot pourri en fait. Enfin. C'est tout ce qu'elle a pas mis en avant. Elle a dit bon c'est bon, j'ai pas pu parler de ci, de ça, de mettre cette métaphore en avant. Ok, je fais un film. Pourtant, comme on disait tout au départ, elle sait parler de l'adolescence avec Xavier Suicide et tout, mais là on a l'impression. Ouais, mais à force, c'est ça aussi qu'avec Sofia Coppola, les thèmes sont redondants. C'est redondant à chaque fois. Enfin. Elle parle de est-ce que j'entamais une grosse partie sur l'ennui au cinéma ou pas? Parce que du coup, j'avais commencé à faire des recherches un peu sur l'ennui au cinéma et filmer l'ennui et tout. Et c'est dans la grosse filmo de Coppola où son but, c'est quoi? C'est du coup filmer l'ennui. Est-ce que, cinématographiquement parlant, c'est pertinent, tu vois, de filmer l'ennui? Après, tu peux filmer l'ennui tout en n'étant pas ennuyant. Peut-être certains moments. Mais du coup, t'es là, est-ce que moi, je m'ennuie assez? Je me suis posé beaucoup de questions sur la thématique au final. Est-ce que je m'ennuie assez dans la vraie vie pour débarquer devant un movie qui a pour principale thématique l'ennui des personnages. Mais comme c'est le cinéma et que c'est filmer la vie quoi, et l'ennui c'est universel en soi. Donc c'est normal que quelqu'un, et puis Sofia Coppola, c'est pas la première. C'est pas la première à filmer l'ennui, ou ça sera pas la dernière non plus. Mais je me suis posé cette question parce que généralement, Sofia Coppola, j'aime pas des masses, tu vois. Genre pour faire un peu une synthèse du truc et revenir à l'ennui, me confronter à mon propre ennui, tu vois. Est-ce que je trouve ça bien, ou est-ce que je trouve ça pertinent ou pas? C'est une bonne ouverture parce que l'ennui c'est un des thèmes centraux en cinéma, comme la solitude quoi. Ça pourrait même faire, je pense, faire l'objet de tout un épisode, mais c'est plutôt une bonne ouverture. Mais même le fait de regarder un film te confronte à ton propre ennui, tu vois. Genre tu regardes un film pour pas t'ennuyer. Ça dépend après. Est-ce qu'on regarde forcément un film pour pas s'ennuyer? Je ne crois pas. Ta vie est à peu près remplie de vide que tu essaies de combler par des trucs plus ou moins pertinents ou pas. Et du coup, est-ce que le cinéma en fait partie dans une quête un peu artistique de la chose? Après peut-être, mais on peut pas réduire justement une forme d'art à juste une façon de combler l'ennui, parce que c'est pas le cas, et il y a tous d'autres sentiments qui sont provoqués par
par les œuvres qui sont importantes à aborder. Et je pense que réduire à juste un comble ennui, effectivement, des fois, il y a pas mal de séries, etc., qu'on regarde, voilà, les sitcoms, elles sont faites pour ça, justement. Mais on ne peut pas réduire le genre total du cinéma à dire je regarde que parce que je me fais chier. Des fois, on a envie de regarder des films pour avoir une claque, justement, visuelle, une claque narrative. Et c'est pas forcément un comble ennui. En tout cas, personnellement, je pense pas que c'en est un. Surtout que Coppola, en fait, tu vois, elle filme l'ennui, mais d'une classe principalement de riches, tu vois. Donc, est-ce que moi, en tant qu'individu, ça m'intéresse de voir ce genre d'histoire, l'ennui d'une caste qui m'intéresse pas en soi et que je trouve pas forcément pertinent à filmer. Donc c'est ce truc un peu problématique que j'ai avec la filmo de Coppola. On en arrive au jeu. Le jeu, waouh. On s'amuse, on va combler un vide. Du coup, j'ai 2 jeux. Le premier, c'est de la culture G. Voilà, j'ai 5 questions. Et le deuxième, je vous expliquerai après, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous allez comprendre. Toi et tes jeux. Je sais pas, c'est venu comme ça a pop. Par contre, là, le concept de points va être hyper important pour le deuxième jeu, parce qu'en fait, par rapport à ce que vous allez faire, vous allez gagner différents types de points. Ok. Bon, premier jeu, on va faire sur de la rapidité parce que je pense que les questions sont assez faciles pour répondre en rapidité. Première question, je pense que c'est le plus facile. Dans combien de films Kristen Dunst apparaît dans la filmo de Coppola ? 3. Alors non, parce que non, 4 parce que elle le Bling Ring 4. Le Bling Ring, ouais, elle a un cameo dans ce Bling Ring. Franchement, j'accorde le point à Gwen parce que c'est le seul qui s'est pas trompé. Non, j'ai dit 3 et après j'ai dit 4. T'as dit 3 par... Ok, bon. J'ai été la première à dire 4 quand même. Voilà. Bah du coup, je te mets le point. Merci Gwen. Le meilleur arbitre. Dans quel autre film de Wes Anderson, Scarlett Johansson et Bill Murray vont rejouer ensemble ? Asteroid City. Trop rapide. Déjà 2 points, rapide. Trop rapide. Quel groupe musical français... Non mais la blague. C'était ça ? C'était pour quel a composé la BO de Virgin Suicide. Et il y a aussi une chanson de R dans Marie-Antoinette, d'ailleurs. Dans The Bling Ring, quelle actrice jouant dans Transformers se fait voler par les persos ? Moi, je suis nulle avec les blazes. C'est Lohan, non ? Non, c'est Fox. Oui. Megan Fox. Megan Fox. Dernière question. Dans Marie-Antoinette, quelle est la phrase culte de l'histoire française que Marie-Antoinette prononce dans son bain et qui se fera détester pour ça ? Waouh. Je sais plus. Je sais plus du tout. Ça parle de pain. Bah oui, c'est qui mange de la brioche. Voilà. Oui, ouais, voilà. Sinon, pas de pain, qui mange de la brioche. Voilà, bon, bah, je pense que c'est Mazarine un peu qui a gagné. Oui. Tu as clairement gagné de très loin. Alors, bon, le deuxième, en gros, je vous explique. J'ai fait une sorte de qui suis-je dans les persos de Sofia Coppola. Avec, j'en ai fait 5, avec du coup une affirmation en 3 parties, tu vois. Genre, en gros, je vais dire une phrase pour le perso. Si vous pensez deviner qui c'est, alors que tu vois, c'est encore large, vous gagnez par exemple. Là, ça dépend de ceux que j'ai fait. Il y en a que j'ai fait 3 phrases, il y en a d'autres où j'en ai fait 4. Ouais. Donc, par exemple, dans ceux où j'en ai fait 3, dans la première affirmation, vous dites un personnage, vous gagnez 3 points. Au fur et à mesure, les affirmations vont être de plus en plus précises. Ok. Donc, ça va, c'est pareil. Donc, vous avez capté ? J'ai capté. Yep. Ok. Je suis un personnage dépressif. Cécilia. Vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant. Hein. C'est vous dites si vous répondez maintenant ou si vous préférez attendre pour après. Parce qu'on ne peut pas répondre plus tard. Bah, c'est soit vous prenez le risque de répondre directement et vous pouvez vous planter plus facilement, mais si vous avez raison, vous avez plus de points. Ensuite, allez, continue. Qui retrouve goût à la vie grâce à une figure féminine. Somewhere. Ok, donc le perso dans Somewhere. Moi, je dirais Bill Murray dans Lost in Translation. Ok. Ah putain, ouais. T'attends ou tu dis Moi, un j'attends truc parce que maintenant ça peut correspondre à plusieurs personnages. Notamment dans un pays européen. Non, attends.
Mais nous serons obligés de nous séparer à la fin, même si on s'est bien amusé. Le personnage en Somewhere, du coup, ouais, je dirais pareil que Lou. Et à la fin, notamment dans un pays européen. Parce qu'en amont, ils partent en Italie. Bah moi je reste sur Somewhere. Hein. De toute façon, Gwen a déjà dit un truc, donc il peut pas changer. Ouais. Donc oui, c'était... Ouais. Allez, j'ai un point. C'était Johnny Marco dans Somewhere. Pour une fois. Un point pour l'eau. Ok, le deuxième. T'en as combien juste 5. Oh, nickel. J'aime bien ça. Je suis la femme d'un homme qui n'est jamais là à cause de son métier. Bah, Priscilla. Attends. Ouais. Attends. Vraiment. Après, si elle a raison, elle a plus de points. Ok, vas-y. Attends, Ah, non, mais ça peut- bah, non, mais je t'avais pense que noté c'est combien pas de Priscilla. points pour les... Non, mais je valide Parce pas qu'en ma fait, réponse. du coup, attends, toi, pour la première, t'avais répondu comment T'avais répondu au bout de la deuxième, Ouais. deuxième phrase. Ouais. Ok, bah du coup, et t'avais raison. Oui, elle avait raison. Ok, bah mais lui 2 points du coup, parce que Ok. du coup, elle a eu raison, elle l'a eu à la. Ok. Non, 2 mais je dis pas Priscilla tout de suite, j'attends la deuxième. Compliqué ton jeu. Bon, Toi, allez. et toi Moi, je vais m'avancer là par rapport à ta question là. Je vais dire Scarlett Johansson dans Lost in Translation. Continue. Ok. Je commence à développer une forme de jalousie, notamment sur une femme qui travaille avec mon On mari. the Rocks, je valide ma réponse, c'est On the Rocks, le personnage de je dirais On the Rashida Jones. Ben, je crois que je vais rester sur Lost in Translation parce qu'il y a un moment de jalousie aussi. Tout cela, c'est à cause de mon père. Donc bah c'est bien Ah bah là, non. tout cela. Donc c'est Ouais, bien trop la- nul, je suis c'est trop nulle. bien On a la- eu je sais plusieurs- plus comment elle s'appelle, mais c'est la Donc, meuf dans 2 The points pour Rocks, Maza, du coup. c'est ça? Ok, bah 2 points pour les deux. Ok. Donc ça fait 4 points pour l'eau et 3 pour Maza du coup. À défaut d'avoir perdu le premier. Ok, donc je suis une meuf qui vit un quotidien morose quand tout d'un coup un homme débarque dans ma vie. Ok, continue. Ouais. Cet homme s'avère être violent, mais ça m'empêche pas de l'apprécier. Ok, Priscilla. dans Priscilla. la- Priscilla. Priscilla. Vous maintenez ça? Oui. Ah, moi je Oui, maintiens. je maintiens à mort. Voilà, bon, ma dernière, c'était notre séparation fut brutale et à mon insu. Ah. Du coup, c'était dans Kristen Dunst dans Les Proies. Ok, ouais. Ah. Personne ouais, n'a eu les points. bordel. Ok. Les points pour Kylian. Voilà, Colin Quatrième. Farrell, voilà. Un bébé chat. Ok, celui-là, il est rapide. Je suis un père. Bah, ouais. Ouais. Continue. Ouais. Loin de sa descendance. Ok. Ok, donc là, si à partir de maintenant, si vous l'avez, ça sera qu'un point. Ma fille a épousé un mec connu. Bah, Priscilla, le père de Priscilla dans Priscilla. Bah ouais. Moi je dirais Priscilla en vrai. Hein. Je sais plus comment il s'appelle, mais. C'est vrai que j'avais pas les noms des personnages, mais j'avais juste les personnages, quoi. Gwen? Bah, au début, le père loin de ses parents, j'aurais dit aussi toujours Bill Murray dans Lost in Translation, mais Du coup? bah, je vais dire la même chose, le père dans Priscilla. Hein. Ouais, c'était ça. Allez. Ok, le dernier. Je suis une personne qui fait partie d'un groupe. Ouais. C'est tout? Ah non, pardon, j'ai cru que. Ok. Un groupe. Dont je suis la dernière à avoir rejoint, mais la première à avoir quitté. Virgin Suicide. Tu maintiens cette réponse? Je suis pas sûre, mais ouais. J'ai pas- Et Cecilia aussi, parce que dans le Bling Ring, il n'y a pas quelqu'un qui part. Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui part en premier. Si. Attention, un Ah. petit peu, ouais. Ça peut. Et connaissant Kylian, il peut être tatillon sur les trucs. Moi, je dirais Cecilia quand même, donc je l'ai dit, mais parce que dans le Bling Ring, j'avais pas le Gwen, tu paries sur parce que là, il faut que tu paries sur quelque chose pour Euh, essayer de rattraper un peu. Ouais, ben, je vais dire. J'ai plus le nom, mais du coup, le deuxième personnage principal féminin qui part du coup à la fin dans l'Arizona rejoindre son père. Ah oui, putain, Ouais. ouais. Moi, Ah, bien vu, Virgin. hein. Moi je retiens Virgin Suicide en vrai. Ouais, De mais cause moi, de Bling Ring, je maintiens Virgin J'ai plus le Suicide nom, aussi, j'ai plus mais le nom de la meuf, je sais plus comment malheureusement. elle s'appelle. Ouais. mais- C'est quoi ensuite? Tous les autres membres vont subir le même sort que moi, même si on est assez différents. Ouais, je maintiens ma réponse. Moi je maintiens Virgin Bah Suicide. ouais, je maintiens aussi. J'ai peur. Gwen a raison. Ça me fait 2 points, c'est ça? Oui. Ok. Bravo. Fuck. Et ben, c'est l'eau qui a gagné. Allez. Voilà. Et du coup, dans le tout, Dans le tout, ça fait en total 4 plus 4, ça fait 8 pour Maza.
Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 pour Lo et 3 pour moi. Non, 4 pour moi, voilà. Du coup, Maza a gagné. C'est une blague. C'est pas grave, Lou, ça sera pas pour cette fois-ci. Et voilà. Peut-être Vous ça sera allez pour. voir quand moi je vais préparer un jeu. Merci d'avoir pas être écouté cette sympa. émission. Et oui, c'était pas mal. Bravo. C'était chouette. Bravo Sophia, bravo. Merci bravo beaucoup. les lesbiennes. Ah non, c'est pas ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, Kylian. Non, c'était pas le bon. Bravo, mais bravo le cinéma. Bravo le cinéma, Kylian, bravo tais-toi. l'ennui. Et allez voir Priscilla. Allez voir qui Priscilla. est toujours en salle, donc voilà, c'est Profitez-en. premier gros film de l'année qui sort. Ouais. C'est un female rage movie. Un comme, female rage. un female rage. T'as même pas parlé de merde ton concept. The right person, Every wrong time. T'as C'est même- dans Priscilla, c'est un right Tu l'as person, même pas- wrong tu time. l'as même Ils pas peuvent pas calé. vivre ensemble parce qu'ils sont toxiques. Enfin, elle, c'est toxique pour elle et puis elle arrive toxique, pas c'est toxique. à fuir la relation, mais voilà. Mais ils s'aiment. Ils s'aiment. Ouais. C'est important, il faut s'aimer. Aimez-vous. Aimez-vous.